La conférence de ce soir va être donnée par Monsieur Nicolas Ledévédec. Le titre de la conférence va être «Le transhumanisme ou le mythe d'un humain augmenté par les technosciences». Monsieur Ledévédec est sociologue et professeur agrégé à HEC Montréal. Ses domaines d'expertise sont les enjeux sociaux et politiques liés aux nouvelles technologies, l'humain augmenté, le transhumanisme, le biopouvoir, les technosciences et la biomédicalisation. Il s'intéresse aussi au néolibéralisme, aux sociétés de performance, aux théories critiques, à la sociologie et à l'histoire des idées, de la pensée sociale et politique. Il est auteur de 2 livres. Le premier, c'est La société de l'amélioration, la perfectibilité humaine des Lumières au transhumanisme, en 2015. Et son dernier livre, qui est le sujet de la conférence aujourd'hui, qui est Le mythe de l'humain augmenté, une critique politique et écologique du transhumanisme. Et je vais laisser la parole à Monsieur Ledévédec. Super, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation à venir présenter mes recherches. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et donc, effectivement, moi, je suis sociologue, professeur à HEC, et je travaille depuis plusieurs années maintenant sur la question du transhumanisme. Et on va définir un petit peu ensemble. Je pense que ce n'est pas forcément tout le monde qui sait précisément de quoi on parle quand on parle du transhumanisme, du mouvement transhumaniste. Donc, on va voir un petit peu ensemble, puis je vous propose vraiment de poser un regard critique, c'est-à-dire faire preuve d'esprit critique. Je pense que c'est un peu aussi, du coup, l'essence même des sceptiques. Donc, on va essayer de voir ensemble un peu quel regard, moi, je pose comme sociologue sur ce mouvement et sur notre société. Peut-être pour commencer d'emblée, puis pour vous donner un petit aperçu un peu du plan de ma présentation, je vais revenir, donc, dans un premier temps, je vais quand même me présenter donc, le mouvement. C'est quoi le transhumanisme en fait? Qui sont ces acteurs, ces promoteurs, et c'est quoi leur principale revendication? Et ça permettra au moins de partir sur une base commune pour discuter un petit peu justement du mouvement. Et puis les 2 autres points, donc le deuxième point, changer l'être humain pour mieux ne pas changer de société. Pour moi, vous allez voir, ça c'est vraiment c'est le cœur de ce mouvement. Pour moi, là, ce qui le caractérise vraiment, c'est, on va dire, une forme de dépolitisation. C'est-à-dire que c'est un mouvement, pour moi, qui n'encourage pas justement l'esprit critique qu'on peut avoir et qu'on doit avoir aussi sur notre société. Et donc, dans un dernier temps, on verra un petit peu, j'essaierai de voir derrière, effectivement, ce que j'appelle le mythe de l'humain augmenté. C'est quoi la réalité de l'humain augmenté? On parle beaucoup d'augmenter nos performances avec les nouvelles technologies. C'est quoi la réalité politique, sociale et on verra écologique? Donc vraiment, je me place du point de vue, c'est encore une fois, je rappelle, on est là du point de vue des sciences sociales, donc ça ne va pas non plus être un discours du point de vue des sciences dures sur le transhumanisme, mais vraiment du point de vue de la sociologie, du coup du point de vue de notre regard qu'on peut avoir sur la société. Alors, je commence en fait sur le mouvement transhumaniste. Je pense que du coup, c'est pas tout le monde qui est familier avec ce mouvement, pourtant qui fait pas mal la une aussi des médias sous différentes formes. En tout cas, beaucoup de ses protagonistes font la une des médias. Alors, c'est un mouvement, pour la petite histoire, c'est un mouvement qui est né il y a quand même plusieurs années maintenant, parce que c'est un mouvement qui est né à la fin des années 80. Alors, c'est difficile à dater précisément, mais fin des années 80, et qui est né principalement donc, aux États-Unis, en Californie, au sein de la Silicon Valley. C'est toujours là que ça se passe, en quelque sorte, le berceau des nouvelles technologies, des entreprises high-tech, en fait. Et donc, c'est là que naît le premier petit mouvement transhumaniste, en fait, avec une des figures importantes qui est Max More. Vous voyez, je vous ai mis sa photo ici. Max More, qui est donc un philosophe d'origine anglaise, mais qui est venu finalement aux États-Unis et qui a décidé de fonder ce petit mouvement qui visait à dépasser toutes les limites humaines avec les nouvelles technologies. Ça, on va y revenir après sur la définition un peu plus précise, mais c'était quand même le leitmotiv principal du mouvement. Et donc Max More, pour la petite histoire, aujourd'hui, donc il est chef d'entreprise. Il est à la tête d'une entreprise qu'on dit de cryogénie. C'est une entreprise qui propose la congélation finalement des corps, en fait. Donc vous pouvez, pour quand même une somme assez élevée, faire congeler votre corps à votre mort dans l'espoir de vous faire ressusciter plus tard dans la société, une société plus avancée.
Donc, c'est vraiment ici, en tous les cas, le parti pris de cette entreprise. Et c'est ce que je dis tout souvent, c'est qu'il y a quelque chose d'assez ironique pour quelqu'un comme lui, une figure du transhumanisme qui lutte, on verra notamment, pour abolir la mort en tant que telle, de vivre au quotidien dans une entreprise finalement où il y a des cadavres congelés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez ironique. Et donc, fin des années 80, début des années 90, naissance du transhumanisme, c'est surtout à partir des années 2000, fin 90, donc 1998, mais surtout les années 2000, que le mouvement va considérablement finalement se mondialiser, va avoir un impact bien au-delà des États-Unis, avec notamment la naissance de l'Association transhumaniste mondiale, qui sera rebaptisée un peu plus tard, 10 ans plus tard, en 2008, Humanité Plus. Et donc, une association qui va vraiment chercher à toucher un public beaucoup plus large et qui va un petit peu justement diffuser vraiment massivement les idées du transhumanisme dans plusieurs pays, notamment occidentaux. Alors, justement, pour en arriver peut-être au cœur de ce mouvement, finalement, c'est quoi les grandes revendications? Le transhumanisme, en fait, c'est un mouvement qui vise, d'une manière générale, finalement, à transcender l'humain. C'est-à-dire qui vise, avec les nouvelles technologies, à dépasser toutes nos limites, en quelque sorte, biologiques. Et j'en donnerai quelques exemples après plus précisément, mais vraiment l'idée des transhumanistes, en tout cas, c'est d'utiliser toutes les technologies disponibles. Ça va des médicaments aux biotechnologies, à tout un ensemble d'autres technologies, pour vraiment essayer, c'est ça, de dépasser en quelque sorte la condition humaine. Pour certains, il s'agit vraiment, on parle souvent d'un humain augmenté, ce serait donc un humain qui serait donc augmenté grâce aux nouvelles technologies. Et pour certains, il s'agit carrément d'accéder presque à un nouveau stade de l'évolution humaine. C'est-à-dire d'accéder à ce qu'on parle des fois-ci de post-humain, c'est-à-dire donc un au-delà de l'humain grâce aux nouvelles technologies. Donc, on est vraiment dans l'idée de fusionner l'humain et la machine, ou d'utiliser vraiment, de transformer le corps et les potentialités du corps et de l'esprit humain avec les nouvelles technologies. Je vous ai mis ici, j'utilise beaucoup d'images en fait pour illustrer mon propos, parce que finalement, le transhumanisme, il y a tout un imaginaire, aussi bien dans les arts, la littérature, le cinéma. Mais là, donc, c'est l'exemple de cet artiste, en fait, Stellark qui a fait donc cette fameuse œuvre en quelque sorte, où son troisième bras bionique avec lequel il écrit Évolution. Donc on est vraiment, vous voyez, dans l'imaginaire d'un humain augmenté ici. Et donc, petite citation là justement de Max More qui résume très bien, je pense, la philosophie transhumaniste. Il dit « L'humanité est une étape provisoire sur le sentier de l'évolution. Nous ne sommes pas le zénith du développement de la nature. » Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment, on est au cœur de l'idéologie, en tout cas transhumaniste, de leur vision du monde, accéder à un nouveau stade de l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, transcender l'humain, accéder à un nouveau stade de l'évolution? Il y a plusieurs, en fait, revendications derrière cet objectif central, principal. Il y a l'idée, en fait, précisément, d'optimiser nos capacités physiques et intellectuelles, cognitives. Donc ça, c'est quand même, il y a beaucoup de revendications en ce sens, mais repousser nos capacités intellectuelles, par exemple, pour les transhumanistes, il s'agit d'utiliser de nouvelles technologies pour améliorer notre concentration, notre mémoire, notre attention, notre créativité aussi. Et donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des revendications, vraiment dépasser les limites de l'intelligence humaine, aller vers souvent il parle d'une supra-intelligence. Là, je vous ai mis une citation donc de Nick Bostrom, qui est une autre figure importante du transhumanisme en Angleterre, et qui résume bien justement cette perspective. Il dit « Pensez aux prières, aux jeûnes et à la discipline de fer auxquelles les gens se sont astreints au cours des siècles dans le but d'ennoblir leur personnalité. Bientôt, il sera possible d'atteindre le même but et de manière plus absolue en prenant quotidiennement un simple mélange de comprimés. » Donc, vous voyez, là, on a vraiment encore synthétisé toute la perspective d'utiliser des médicaments ou autres moyens en fait, techniques pour finalement essayer de réaliser ce que des générations faisaient avec beaucoup d'efforts. Je vous ai mis là, ici, un peu à l'appui d'ailleurs, pour illustrer ce point, cette affiche d'un film qui était sorti il y a quelques années, un film typiquement hollywoodien,
qui retraçait bien en fait un peu cette idée transhumaniste de repousser toutes les limites. Vous voyez, c'est le titre là en anglais, Limitless, hein, sans limite, tout est possible. On est vraiment dans l'illustration de l'idéologie transhumaniste, puisqu'on y suit finalement ce personnage principal dans le film qui est un écrivain un petit peu raté, qui a du mal à finir son roman, qui est en manque de créativité, et qui va mettre la main sur une substance, une sorte de médicament en fait, qui permet justement de décupler la créativité. Et donc, il met la main sur ce médicament et puis il va finir son livre en 2 jours. Ensuite, il va gravir les échelons de la société. On est vraiment dans le mythe hollywoodien par excellence. Donc, pas beaucoup de regard critique sur le transhumanisme, mais en tout cas une belle illustration de cette idéologie. Donc, repousser les capacités intellectuelles, mais pas que. Ce qu'on retrouve aussi on va dire dans le continent des promesses transhumanistes, c'est aussi repousser nos capacités physiques. Et donc là, on va parler par exemple de repousser notre endurance, notre productivité, réduire aussi le temps de sommeil. Par exemple, imaginer des médicaments, des technologies qui nous permettraient de peu dormir tout en n'étant pas fatigué. Donc ça fait partie vous voyez, des revendications. Ou alors carrément, il y en a d'autres transhumanistes qui vraiment militent pour qu'on crée, avec les nouvelles technologies, de nouveaux sens. Ça paraît peu difficile à imaginer comme ça. Je vous ai mis la photo justement de cette personne. Je dis toujours pour la blague, ce qui est intéressant sur la photo, c'est pas tant la coupe de cheveux ici de cette personne, la fameuse coupe au bol, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ici plutôt l'antenne qu'il a sur la tête, vous voyez. Et donc, en fait, cette personne, c'est une personne qui est née avec l'impossibilité de voir le monde en couleur. Donc, il voit le monde en fait en noir et blanc. Et donc, il a conçu cette antenne finalement qui permet, quand il se met devant une couleur, d'émettre un son. Et à chaque couleur, il y a un son spécifique finalement qui est produit, ce qui lui permet finalement, alors c'est là on parle de nouveaux sens, en tout cas de perturber nos sens, ça lui permet en quelque sorte d'entendre les couleurs, ce qui est assez contre-intuitif a priori. Donc vous voyez, c'est un peu ça la galaxie transhumaniste, c'est vraiment dépasser toutes les limites physiques, essayer de repousser nos capacités biologiques. Donc optimiser nos capacités physiques, intellectuelles, mais alors la revendication ultime du transhumanisme, quand on parle de repousser toutes les limites, c'est repousser la limite ultime. Pour eux, c'est vraiment, je dirais, la quête, hein, le Graal en quelque sorte. Ce serait vraiment d'accroître indéfiniment notre espérance de vie. Ça, c'est vraiment la revendication principale du mouvement. Depuis les années 80, c'est une constante. Dans tous les discours transhumanistes, on retrouve cette idée qu'il faut repousser les limites du vieillissement, les limites de la mort, pour vraiment pulvériser en quelque sorte l'espérance de vie actuelle. Alors là, c'est pareil, hein, il n'y a pas une technologie. Encore une fois, tous les transhumanistes sont vraiment pour comment dire, ne pas utiliser toutes les avenues technologiques disponibles pour essayer de concrétiser leurs rêves ou leurs fantasmes, si on peut dire, d'allonger la vie indéfiniment. Alors, on ne parle pas forcément ici d'immortalité. Souvent, on va parler dans l'univers transhumaniste, on va parler plutôt d'ammortalité, comme je l'ai mis entre parenthèses. Parce qu'en fait, dans cette idée transhumaniste, en fait, l'idée de l'humain augmenté ou d'un post-humain, on pourrait encore mourir, mais en tout cas, on ne mourrait plus de vieillissement. Donc la mort serait typiquement un choix individuel, où on pourrait mourir par accident, mais en tout cas, on ne mourrait plus de vieillissement. C'est ça, en fait, leur objectif. Et donc, il y a pas mal de chercheurs, hein, véritablement, ici, qui se consacrent vraiment à ces recherches pour repousser les limites du vieillissement. Là, j'ai pris la citation de Aubrey de Grey, qui est un chercheur qui travaille sur cette question, donc un chercheur affilié au transhumanisme, qui travaille sur cette question du repoussement des limites du vieillissement, et qui avait donc cette citation « L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né ». Car selon lui, finalement, au train où vont les innovations technologiques, pour lui, il y a bon espoir que finalement, on arrive à une sorte d'immortalité de notre vivant. Alors, encore une fois, puis je vais y revenir après, il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'effets de promesses dans le transhumanisme. Là, vous voyez, je vous présente un peu leurs revendications, leurs visions. Mais l'idée, c'est toujours de garder quand même un recul sur ces annonces, sur ces citations, qui sont des citations qui vraiment sont très spectaculaires,
mais il n'y a pas forcément derrière une grande réalité non plus scientifique. En tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est que à travers ces revendications, le mouvement, en fait, c'est un mouvement qui est quand même assez influent. C'est-à-dire, on n'a pas affaire ici à des personnes marginales, en fait. On a plutôt affaire à des personnes qui ont un certain pouvoir, en fait, au sein de nos sociétés occidentales, qui détiennent pour certaines, comment dire, des moyens conséquents, en fait, pour mener leurs recherches. Donc, c'est quand même important de le souligner. C'est pas un mouvement ici, vraiment, c'est un mouvement dont qu'il faut prendre au sérieux dans le sens où il a quand même une influence assez importante. Alors, d'un mot, peut-être, c'est difficile, on n'a pas non plus d'études en tant que telles, je dirais, forcément précises du nombre de personnes, du nombre d'adhérents transhumanistes, de qui ils sont, mais on a quand même un portrait général. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs en fait différents. Premièrement, il y a des philosophes qui adhèrent aux thèses transhumanistes, des gens qui travaillent en éthique, en bioéthique, qui adhèrent aux thèses transhumanistes, qui font beaucoup de recherches en philosophie, justement, pour montrer comment le transhumanisme est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire humaine. Donc, il y a voilà, le pan de la philosophie, de l'éthique. Il y a aussi au sein du transhumanisme des acteurs qui sont des ingénieurs, des scientifiques, hein, qui vont, plus des ingénieurs, je dirais encore que des scientifiques, plus des ingénieurs ici qui vont travailler sur la perspective transhumaniste. Il y a des entrepreneurs. Ça, c'est quand même une réalité aujourd'hui très forte du transhumanisme, hein. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises, finalement, on va dire, se lancent dans le business de l'humain augmenté. C'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Et puis, alors j'ai mis aussi, vous voyez, c'est la photo du bas ici. La photo du haut ici, c'est Ray Kurzweil, c'est un ingénieur futurologue américain qui est une grande figure, alors qui n'est pas officiellement affilié au transhumanisme, mais qui défend en fait les idéaux transhumanistes depuis de très nombreuses années. Et donc Ray Kurzweil, il a notamment été employé par l'armée américaine pour justement pour son expertise sur la question de l'humain augmenté. Parce que c'est un domaine qui intéresse beaucoup le milieu militaire, hein, comment on peut repousser les capacités des soldats avec les nouvelles technologies. Et donc la photo du bas, ici, c'est un homme politique, Zoltan Isvan, qui s'est présenté 2 fois à l'élection américaine, en fait, sous la bannière du Parti transhumaniste. Donc on n'en a pas beaucoup entendu parler, je pense que vous n'aviez pas beaucoup entendu parler, mais donc, il y avait vraiment ici un représentant du transhumanisme aux élections présidentielles américaines. Et donc, Zoltan Isvan, en fait, a sillonné toutes les routes des États-Unis à bord de son bus qu'il avait qualifié le bus de l'immortalité, qui était en forme de cercueil. Donc, pour justement parler un peu des idées transhumanistes, puis justement les présenter en fait en quelque sorte à la population. Donc, vous voyez une diversité d'acteurs ici, elles sont concernés autour du transhumanisme. Puis, il ne faut pas oublier, en fait, il y a des membres de la société civile plus largement. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens aussi, à travers des associations, qui adhèrent aux thèses transhumanistes. Donc, ça fait aussi, là, c'est difficile à évaluer, mais il y a quand même beaucoup de gens qui adhèrent à ces thèses, et puis comment dire, avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire qui y croient aussi fermement. Donc, plusieurs associations, au-delà des acteurs, des individus, plein d'associations, d'entreprises, je l'ai dit, et il faut le souligner quand même pour les entreprises. C'est pas des petites entreprises qui sont concernées par le transhumanisme, c'est parmi les plus grosses entreprises, justement, on revient à la fameuse Silicon Valley. Donc, l'ensemble des entreprises, les fameuses GAFAM, hein, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, toutes ces entreprises, en quelque sorte, ont comment dire, un intérêt pour le transhumanisme. Et c'est vrai que quand on parle aujourd'hui du transhumanisme, on va distinguer grosso modo à peu près 2 pôles. Il y a le pôle vraiment entrepreneurial, donc avec ces grandes entreprises. Et c'est vraiment ce pôle entrepreneurial en fait qui fait beaucoup parler du transhumanisme. Parce que du coup, évidemment, ils jouissent d'une très forte image publique, en fait, d'une notoriété médiatique. Et donc, avec beaucoup d'effets d'annonce. Mais donc, vous voyez, Google, en fait, là, j'ai mis plusieurs images liées à Google. En fait, Google, c'est quand même, on ne le sait pas forcément, c'est évidemment un des acteurs extrêmement puissants aujourd'hui autour de l'Internet. Mais Google, en fait, investit depuis de nombreuses années à travers la firme, notamment Calico. En fait, c'est une firme qui est spécifiquement dédiée aux recherches pour repousser les limites du vieillissement. Et les fondateurs de Google sont des transhumanistes vraiment convaincus.
Donc, il y a vraiment cette question-là qui est vraiment très forte. Et puis, bah, j'ai mis la photo, effectivement, ici de Elon Musk, hein, Elon Musk, dont on entend tous les jours parler. Donc, Elon Musk a racheté Twitter il n'y a pas si longtemps. Et Elon Musk, alors c'est typiquement l'entrepreneur transhumaniste, dans le sens où tous ses projets sont reliés de près ou de loin au transhumanisme, à l'idée de repousser toutes les limites humaines, en fait, que ce soit de coloniser d'autres planètes, comment dire, de développer le tourisme spatial, ou alors que ce soit ici le cas de son entreprise Neuralink. Neuralink qui est une compagnie en fait qui vise à développer en fait des implants cérébraux pour bah, décupler en fait les capacités intellectuelles des êtres humains, avec cette idée qu'on pourrait peut-être à terme, c'est comme ça, en tout cas c'est l'effet d'annonce qui est toujours amené, qu'on pourrait finalement communiquer entre personnes simplement par la pensée, grâce à ces implants. Donc vous voyez, ici, on est vraiment dans le modèle entrepreneurial. Et puis bah, sinon, en dehors de ce pôle entrepreneurial, un pôle donc, dont on entend moins parler, mais qui est un pôle beaucoup plus universitaire, c'est ce que je disais, qui regroupe ici plutôt des penseurs, que ce soit des philosophes, des gens en éthique, en bioéthique, qui travaillent sur la question du transhumanisme, qui défendent les idéaux transhumanistes. Donc là, j'ai mis le cas de Nick Bostrom en Angleterre, qui est quand même un philosophe très connu sur la question du transhumanisme. Et puis voilà, aussi la diversité universitaire, mais associative aussi, hein, l'association française transhumaniste, qui est une association qui s'est développée il y a maintenant plusieurs années et qui quand même organise beaucoup de choses en France autour de la défense des idéaux transhumanistes. Donc, vous voyez, c'est une réalité quand même très, très plurielle, mais quand même dont il faut tenir compte, qu'il faut prendre au sérieux. Ce sont des gens qui aussi développent beaucoup de recherches. Donc moi, en tant que sociologue, je me suis beaucoup intéressé à ce pôle universitaire. J'ai beaucoup lu, justement, je lis beaucoup les écrits transhumanistes pour les décortiquer et puis pour y appliquer ma grille de lecture, on va dire, sociologique, adopter un certain recul critique. Alors, ça me permet d'aborder mon deuxième point, changer l'être humain pour mieux ne pas changer notre société. Alors là, j'aimerais justement, après avoir présenté le mouvement, vous développer un petit peu, moi, le point de vue que je développe. Alors, en particulier, c'est ça, dans mon dernier livre, Le mythe de l'humain augmenté. Ce qui me semble intéressant de souligner pour moi, c'est que le transhumanisme nourrit un rapport, on va le voir, assez dépolitisé, assez dépolitisant en notre monde. C'est autrement dire un mouvement qui n'encourage pas véritablement à développer notre esprit critique sur la société, qui est plutôt, on va le voir, dans un rapport, moi que je dis et que je qualifie d'adaptation. Pour eux, il s'agit toujours de changer l'être humain, justement pour mieux ne pas changer, ne pas remettre en question notre modèle de société. Donc c'est ce que je vais vous développer en vous prenant vraiment plusieurs exemples concrets. Mais du coup, je voudrais quand même dire un mot pour un peu introduire cette partie sur une idée qu'on retrouve très souvent dans les médias quand on parle de transhumanisme. On associe souvent en fait le transhumanisme ou les nouvelles technologies qui sont associées à l'idée d'une révolution. Et ça, c'est vraiment omniprésent dans les discours. Autrement dit, pour moi, il y a un traitement qui est souvent très sensationnaliste du transhumanisme. C'est vrai que d'emblée, quand on parle du transhumanisme dans les médias, on a tout de suite en tête des images extrêmement futuristes sur l'humain dans 200 ans. Et tous ces discours, en fait, sensationnalistes qu'on retrouve dans les médias, évidemment, ça ne nous aide pas à poser un regard, je dirais, distancié et critique sur le mouvement et ses thèses. Et alors, je vous ai mis là deux exemples de types d'articles, bon, là qui datent un petit peu, mais qu'on pourrait retrouver aujourd'hui encore. Donc là, un article, le premier, dans le journal français La Croix, qui disait « Immortalité, il sera bientôt possible de télécharger son cerveau sur une puce ». Donc, vous voyez, on est déjà tout de suite dans la chose sensationnaliste, comme ça va se produire, c'est ça. En dessous, on peut lire « En 2200, nous décongèlerons des humains d'aujourd'hui ». Vous voyez encore un autre titre extrêmement sensationnaliste, on se place carrément ici en 2200. Or, vu l'état de la planète au niveau écologique, je ne sais pas jusqu'à quand on va tenir, mais là, en tous les cas, on parle déjà de 2200 et de promesses, de grandes promesses autour du transhumanisme. Donc, vous voyez, beaucoup d'effets d'annonce ici dans les médias qui n'aident pas. En fait, je trouve qu'ils nous détournent, notre regard. On regarde vers un futur très spéculatif pour mieux ne pas regarder notre présent. Et qu'est-ce que ça fait le discours actuellement transhumaniste sur nos comportements, sur notre société?
Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en particulier, donc, comme je le disais, ce qu'on retrouve beaucoup quand on parle de transhumanisme, c'est toujours l'idée, alors que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, mais on associe souvent le transhumanisme à une révolution. Alors pour certains, ça va être une révolution merveilleuse. Là, je vous ai mis le livre du philosophe français Luc Ferry, qui s'appelait, donc, qui a été publié en 2016, si je me souviens bien, qui s'appelait donc La révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. Vous voyez, là aussi, on parle jamais au conditionnel, c'est vont bouleverser nos vies. C'est comme si c'était quelque chose d'inéluctable, en fait. Et donc, pour Luc Ferry, c'est quelque chose de fondamentalement bénéfique, mais à l'inverse, on voit beaucoup de discours catastrophistes aussi, c'est en même temps qui se sont développés, qui vont parler aussi d'une révolution transhumaniste, mais qui pour eux serait une révolution ici catastrophique, menant tout droit à la fin de l'humanité. Que ce soit positif ou négatif, en tout cas, on a toujours cette idée que le transhumanisme, en tout cas, qu'il se joue une révolution, qu'il y a une rupture qui sera à l'œuvre. Et pour moi, c'est extrêmement important de questionner, d'interroger ce parti pris. L'idée qu'à travers le transhumanisme se jouerait une révolution. Et là, je veux attirer votre attention sur justement beaucoup de discours aujourd'hui, notamment tenus par des scientifiques qui remettent en question justement le discours transhumaniste ou l'idée que ce serait une révolution. Ce que j'appelle un peu le transhumanisme spectacle, cette idée, ce traitement sensationnaliste. Mais il y en a plusieurs qui disent que finalement, de quelle révolution on parle exactement? En termes scientifiques, est-ce qu'il y a la moindre consistance à ces grandes promesses qui nous sont faites d'immortalité ou autre? Et là, il y a un ouvrage très intéressant qui avait été publié il y a quelques temps par deux chercheurs qui sont vraiment intéressants, Catherine Larère et Raphaël Larère, un ouvrage qui s'appelle Bulle technologique. Et dans cet ouvrage, ils montrent vraiment comment il y a une économie de la promesse aujourd'hui autour des innovations technologiques. C'est-à-dire qu'on nous vend beaucoup de choses dans les médias qui n'ont pas grande consistance scientifique. Et ces deux chercheurs ici prennent le cas notamment des nanotechnologies, dont on nous a vraiment rabattu les oreilles il y a plusieurs années. Et il disait à propos des nanotechnologies, beaucoup nous a été promis, surtout dans le domaine de la santé. On pourra implanter dans le corps humain des robots soigneurs intelligents, équiper des nanoparticules de systèmes moléculaires chargés de diriger les médicaments vers une cellule. Les nanotechnologies sont depuis longtemps passées du domaine du laboratoire à celui de l'industrie, mais on est très loin de fabriquer ces machines intelligentes. Autrement dit, il faut prendre vraiment avec beaucoup de pincettes ces grandes annonces transhumanistes. Vous voyez, c'est ça pour moi déjà, exercer l'esprit critique, c'est vraiment questionner déjà au sens scientifique la réalité de ces promesses. Alors, moi, ce n'est pas ma casquette principale, parce que je suis sociologue, je ne suis pas en sciences dures, mais je tiens compte, là, pour moi, c'est important quand même de rappeler ça. Mais moi, j'essaie de mener ce même discours critique du point de vue de la société ou des sciences sociales. Et pour moi, de la même manière que du point de vue scientifique, il faut questionner l'idée de révolution, de la même manière, je dirais que sociologiquement, associer le transhumanisme à une révolution, pour moi, c'est très problématique. Parce que pour moi, le transhumanisme, justement, constitue sociologiquement tout sauf une révolution. Au contraire, et c'est le cœur ici de ma thèse, pour moi, le transhumanisme, on va dire que c'est un discours qui est profondément conservateur, dans le sens où, finalement, on n'est pas tellement dans un idéal d'exercer, comme je le disais tout à l'heure, notre esprit critique sur notre modèle de société, sur les normes sociales en cours. On est plutôt toujours dans l'idée de s'y adapter avec les nouvelles technologies. Jamais de développer un regard critique sur notre monde. Et pour moi, donc, c'est pour ça que c'est tout sauf une révolution, parce qu'on n'est vraiment pas dans l'idée de transformer politiquement notre modèle de société. On est plutôt dans l'idée d'adapter techniquement l'humain au monde tel qu'il est. Donc c'est ça que je vais développer un petit peu avec vous à travers plusieurs exemples maintenant tirés de grandes revendications transhumanistes pour vous montrer comment dans leur discours, il y a une petite musique qui est un peu toujours la même, une musique assez dépolitisante, où il s'agit surtout de changer l'humain et surtout pas notre modèle de société. Alors d'ailleurs, j'ai pris ici une citation d'une collègue sociologue qui renvoyait plus à mon premier ouvrage ici, mais elle disait, et à mon sens, ça résume bien le propos, elle disait « Ce qui est devenu pensable aujourd'hui, dans une rupture par rapport aux idéaux des Lumières, donc à la philosophie humaniste des Lumières,
ce n'est pas la perfectibilité de la société par des moyens sociaux, mais la perfectibilité de la vie en soi avec les nouvelles technologies, on pourrait rajouter. Et pour moi, c'est ça qui se joue effectivement dans le transhumanisme. Il s'agit toujours donc d'améliorer la vie en soi, le corps humain en soi, dans l'optique de l'adapter au monde tel qu'il est. C'est vraiment le discours de l'adaptation, il est très très présent dans tous les discours transhumanistes. Et alors, c'est le postulat central qu'on retrouve dans les discours transhumanistes, c'est que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est toujours l'être humain en chair et en os. Dans leur discours, on voit toujours une stigmatisation de l'être humain, que ce soit de notre corps, que ce soit de notre faculté intellectuelle, c'est toujours l'être humain qui pose problème. Et pour moi, justement, c'est ça qui est vraiment le symbole même de la dépolitisation. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour illustrer cette dépolitisation, en fait. Mais justement, dans l'idée que de ce discours de la stigmatisation de l'être humain qu'on retrouve dans les transhumanistes, je vais vous donner ici l'exemple pour moi qui est vraiment paradigmatique. On revient à notre fameux penseur Max More, qui avait, il y a quelques années, c'est un des textes importants, qui avait écrit ce qu'il a appelé une lettre à Mère Nature. En fait, c'est une lettre dans laquelle il règle ses comptes avec Mère Nature. Et vous allez voir, il tient un discours qui est, pour moi, typiquement transhumaniste, dans le sens où il va stigmatiser l'humain en soi pour justement amener des solutions surtout techniques. Ce que j'appelle ici une anthropologie de la déficience. Pour les transhumanistes, l'humain est fondamentalement déficient. Alors, voilà la citation. Mère Nature, sans aucun doute, tu y as consacré le meilleur de tes forces, mais sans vouloir te manquer de respect, concernant la constitution humaine, tu n'as pas toujours bien travaillé. Tu nous as fait vulnérables aux maladies et aux blessures. Tu nous obliges à vieillir, à mourir juste au moment où nous commençons à atteindre la sagesse. Tu nous as équipés d'une mémoire limitée, de très peu de capacité de contrôle. Ce que tu as créé est magnifique, mais pourtant profondément déficient. Vous voyez, donc ça, pour moi, c'est vraiment l'exemple même, c'est vraiment je dirais, la quintessence du discours transhumaniste. Alors, ce fameux discours de la déficience humaine, ils vont l'appliquer à beaucoup de problématiques, que ce soit des problématiques de santé, des problématiques sociales ou des problématiques écologiques. Alors, premièrement, premier exemple, justement, sur la question de la santé, ce que vont finalement, plusieurs transhumanistes s'intéressent à des questions de santé publique depuis plusieurs années, en fait, à des problèmes de santé ou de maladies chroniques. Mais ce qui va être caractéristique, c'est plutôt par exemple, d'interroger notre modèle de société industrielle, consumériste, dont on sait qu'il a des conséquences sur la santé, en fait, sur les maladies notamment chroniques. Là, vous allez voir, ce qu'ils appliquent, c'est leur modèle de la déficience humaine. Pour eux, en fait, c'est le corps humain qui est jugé archaïque, inadapté. Alors, vous voyez une citation ici qui illustre ce point. Ray Kurzweil, que j'ai montré tout à l'heure, écrit justement dans un article, il dit « Notre système digestif a en particulier été conçu pour une situation radicalement différente de la nôtre aujourd'hui. La désuétude de notre programme métabolique sous-tend l'épidémie contemporaine d'obésité et alimente nombre de pathologies dégénératives comme le diabète. » Alors, vous voyez, on a un discours qui est typique. On est vraiment dans cette idée que finalement, on a un système digestif qui était très bien adapté au temps des chasseurs-cueilleurs. Quand là, ils ont une vision en plus très négative des sociétés premières, dans cette idée que ces sociétés premières vivaient vraiment dans la grande misère, donc avaient besoin de stocker le peu d'aliments qu'ils avaient. Et selon Ray Kurzweil, finalement, ce mécanisme en fait digestif dans une société soi-disant d'abondance comme la nôtre sera donc contre-productif. Vous voyez, là, il y a vraiment une biologisation en fait d'une explication de la question de santé publique. Donc, c'est le corps humain qui est responsable, non pas notre modèle de société, ce qui amène comme solution, non pas une solution politique, une solution de santé publique aussi, mais plutôt une solution technoscientifique. Et donc, effectivement, face à cette épidémie finalement de maladies chroniques, comme il le dit, Ray Kurzweil, ce que proposent les transhumanistes, c'est vraiment une réingénierie du corps humain pour affronter ces questions de santé publique. Donc là, c'est un autre penseur transhumaniste qui a écrit « Seules des thérapies génétiques et pharmaceutiques sûres et bon marché peuvent stopper avec succès l'augmentation mondiale mortelle de l'obésité. » Vous voyez, c'est seules des thérapies génétiques pharmaceutiques. C'est ce qu'on appelle un discours technosolutionniste.
c'est toujours des solutions technologiques d'adapter le corps humain à la société telle qu'elle est. Alors, un deuxième exemple, là, on parlait du corps humain stigmatisé, mais c'est pas ce raisonnement, en fait, les transhumanistes l'appliquent à plein d'autres thématiques. Et un deuxième exemple concerne ici notre sens moral. Pour les transhumanistes, en fait, notre sens moral est jugé déficient. C'est-à-dire qu'on vit dans une société aujourd'hui, effectivement, il y a des violences à l'échelle globale, qu'on parle des guerres ou autres, en fait. Mais pour les transhumanistes, là encore, il ne s'agit pas de voir peut-être que dans notre modèle de société, dans notre modèle de civilisation, il y a quelque chose aussi qui génère de la violence. Il y a des causes sociales aussi à la violence. Non, ici, justement, finalement, ce que vont incriminer finalement les transhumanistes, c'est cette idée qu'on a un sens moral qui est là aussi, comme notre corps, un peu désuet, qui était bien adapté au temps des sociétés premières, mais qui est aujourd'hui inadapté, déficient. C'est ce que disent ici, alors, deux représentants de l'association transhumaniste française. Ils disent « Nous sommes toujours génétiquement prédisposés à survivre comme au temps où les humains devaient être capables d'affronter l'incertitude constante et tous les dangers de la vie sauvage. » Donc là, premièrement, d'un point de vue anthropologique, ils véhiculent une vision, très fausse des sociétés premières, comme des sociétés où on vivait vraiment dans le danger, l'agressivité constante, et du coup, on était obligé d'être vraiment agressif pour survivre. Donc, selon ce raisonnement, finalement, aujourd'hui, dans notre société, cette agressivité, qui viendrait des temps les plus anciens, serait néfaste. Il faut, au contraire, neutraliser ce sens moral, finalement, agressif de l'être humain. Donc, vous voyez, encore une fois, ici, biologisation de questions sociales qui amènent, donc, logiquement, non pas à des solutions politiques, mais à des solutions pharmaceutiques, technologiques. Donc, pour régler cette question de ce sens moral humain déficient, les transhumanistes proposent tout simplement non, parce que c'est quand même assez compliqué, d'augmenter techniquement notre sens moral. Et donc, là, on est vraiment... Là, vous voyez, on est purement dans le discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours. Comment c'est un discours dépolitisant. Mais là, vous voyez ce qu'ils écrivent, « Nos connaissances de la biologie humaine, en particulier de la génétique, de la neurobiologie, commence à nous fournir les moyens de modifier directement les bases biologiques de la motivation humaine, par exemple par des méthodes pharmacologiques et génétiques. » Et ils ajoutent « Nous suggérons qu'il n'y a en principe aucune objection philosophique ou morale à l'utilisation de tels moyens biomédicaux de renforcement moral, l'augmentation morale, comme nous l'appellerons. » Donc vous voyez, utiliser ici des médicaments vraiment, alors qui n'existent pas, là on est vraiment dans le discours philosophique, utiliser des médicaments pour régler la question des violences à l'échelle globale. Vous voyez, on est typiquement dans le discours, le raisonnement transhumaniste. Un dernier exemple pour montrer un peu cette dépolitisation. Le dernier exemple concerne vraiment la question écologique, qui est donc un enjeu aujourd'hui d'importance, évidemment, pour nos sociétés. Et c'est vrai que la question écologique, finalement, elle est abordée par plusieurs transhumanistes ces dernières années. Alors, ça peut paraître surprenant, parce qu'on se dit, après tout, ils sont juste pro-technologie, progrès technologique et tout. L'écologie, peut-être, c'est pas tout à fait un questionnement pour eux, mais en fait, oui, si on prend effectivement au sérieux leur idéologie, en tout cas, si on prend au sérieux l'idée pour les transhumanistes qu'il s'agit de vivre indéfiniment, d'atteindre une certaine immortalité, c'est sûr que si la planète est foutue dans 20 ans, ça va être difficile de vivre indéfiniment. Ce qui amène effectivement donc, plusieurs transhumanistes à s'intéresser à la question écologique. Et c'est ce que disent ici ces deux représentants français. Une vie beaucoup plus longue en bonne santé, premier objectif des technoprogressistes, n'est possible que dans un environnement durablement viable. Donc, vous voyez, c'est pour ça, pour eux, c'est une motivation, s'intéresser à l'écologie pour justement vraiment vivre plus longtemps. Alors, encore une fois, sur l'écologie, ici, les solutions qu'ils proposent sont typiquement transhumanistes. Ça va être premièrement d'envisager la décroissance, mais pas la décroissance, par exemple, en termes économiques et politiques, comme ça se discute de plus en plus aujourd'hui dans nos sociétés, comme une vraie perspective aussi critique sur les sociétés de croissance qui génèrent beaucoup, justement, qui génèrent des problématiques écologiques fortes. Là, on va plutôt parler chez les transhumanistes de décroissance de la population.
ce que dit Marc Roux ici, l'argument principal que le transhumanisme peut offrir à la décroissance est sans doute celui de l'augmentation radicale de la durée de vie en bonne santé. En effet, une telle augmentation se traduit par une baisse de la fécondité, puis à terme par une baisse des niveaux de population. Donc là aussi, vous voyez, c'est une biologisation des problématiques sociales. On fait comme si la question écologique, c'était une question de surpopulation et pas une question d'un modèle de société qui est problématique en termes écologiques. Donc là, il y a vraiment un glissement, encore une fois, une dépolitisation qui s'opère. Mais alors surtout, l'exemple ici, la solution que proposent certains chercheurs transhumanistes à la question écologique, c'est encore une fois de ne pas d'interroger notre modèle de société, mais de transformer, de changer l'être humain avec les nouvelles technologies. Ça, c'est un article tout à fait sérieux qu'ont fait paraître des philosophes il y a quelques années, où ils envisagent vraiment l'ingénierie, la bio-ingénierie de l'espèce humaine pour affronter la question climatique. Et ils disent, dans cet article, nous explorons un nouveau type de solution au problème du changement climatique. Nous appellerons ce genre de solution l'ingénierie humaine. Cela implique la modification biomédicale des humains afin de diminuer leur impact sur le changement climatique. Dans cet article, ils évoquaient, parmi les solutions, notamment, ils parlaient notamment de mettre au point, par exemple, un médicament qui nous dégoûterait de la viande. Donc, on sait que la viande, aujourd'hui, l'élevage industriel, c'est une des sources de pollution. Donc, justement, pour réduire la pollution, pour forcer les êtres humains, finalement, à moins consommer de viande, il faudrait démocratiser des médicaments qui les dégoûteraient de la viande. Donc, vous voyez, encore une solution typiquement pharmaceutique. Mais ils envisageaient également, par exemple, en tout cas, ils proposaient ici comme perspective de réduire aussi génétiquement la taille des êtres humains. Avec cette idée, finalement, qu'avec des êtres humains qui seraient de petite taille, ils seraient moins polluants. Donc, vous voyez, c'est ça, des solutions typiquement transhumanistes, changer l'être humain pour mieux ne pas changer notre modèle de société. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase tirée du film Le Guépard, hein. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et pour moi, le transhumanisme, c'est ça. C'est vraiment proposer toujours des solutions ultra technologiques d'adaptation de l'être humain, mais pour mieux ne pas remettre en question notre modèle de société, pour mieux ne pas le questionner, l'interroger tout simplement comme citoyen, en fait, sur les limites de notre modèle de société. Alors, ça m'amène au dernier point de ma présentation, la réalité politique, sociale et écologique de l'humain augmenté. Là, j'ai essayé, dans le deuxième point, de déconstruire avec vous un peu les discours transhumanistes en montrant comment il y avait toujours cette logique un peu de stigmatisation de l'humain, de dépolitisation. Ce que j'aimerais maintenant voir avec vous, c'est que finalement, sur cette question de l'humain augmenté, là aussi, il y a quelque chose qui relève d'un certain mythe. Quand on entend parler les transhumanistes d'un humain augmenté avec les nouvelles technologies, c'est toujours associé à cette idée que l'humain augmenté de demain sera un humain finalement enfin entièrement libéré. Libéré de son corps, libéré des limites de ses chaînes biologiques. Donc un être humain qui serait enfin libre, émancipé. Et à mon sens, en fait, cet humain augmenté tel que l'entendent les transhumanistes comme un être entièrement libéré grâce aux nouvelles technologies, pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe à la fois politiquement, à la fois socialement et à la fois écologiquement. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, politiquement, pour moi, ce discours d'un humain augmenté qui sera un être entièrement émancipé, c'est un discours qui ne tient pas véritablement. Quand on regarde un petit peu, plutôt, je dirais, là, ici, tous les penseurs, on va dire, critiques de la technique en sciences sociales, ce qu'on voit, c'est que plutôt, finalement, à travers ces technologies d'augmentation qui se développent, c'est qu'on pourrait parler ici plutôt d'une certaine technodépendance. On n'est pas plus libéré, en fait, on devient de plus en plus dépendant de technologies et d'applications technologiques. Alors, pour moi, ça, c'est un point essentiel. C'est tout le mythe, en quelque sorte, de la délivrance avec les technosciences. Ça, c'est vraiment le mythe principal du transhumanisme. On est toujours dans cette idée, je le disais, pour moi, ça ne va pas conduire à supprimer finalement les limites biologiques. C'est que finalement, ces limites biologiques, comme je le mets ici, sont plutôt, avec les technologies d'augmentation, elles sont transférées, prises en charge
par tout un macrosystème technique et concrètement par des entreprises qui mettent au point ces applications techniques et tout, dont on devient en définitive très dépendant et sur lesquelles ces entreprises ou ces applications technologiques, on n'a aucune prise politique. Donc pour moi, c'est vraiment un mythe de penser que l'humain augmenté serait un humain vraiment émancipé de tout. Au contraire, en fait, on devient très dépendant, technodépendant, de choses qu'on ne maîtrise pas politiquement. Pour moi, c'est pour ça la délivrance technoscientifique, en quelque sorte, s'accompagne d'une certaine dépossession politique et démocratique. Et ça, c'est un point qui a été soulevé par des grands penseurs critiques de la technique. Je pense notamment à Jacques Ellul, qui est vraiment un penseur qui a vraiment développé ce point. Alors là, je vous ai mis, je suis dans un discours, mais des fois, des images valent mieux que plusieurs mots. Donc là, cette petite image, finalement, on voit effectivement cet être complètement, finalement, dépendant des applications technologiques. Donc, on n'est pas du tout face à un humain entièrement libéré de tout. Au contraire, on est face à un environnement de plus en plus technique sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Mais ça va plus loin pour moi. La question de l'humain augmenté, c'est pas juste qu'on est, comment dire, dépendant d'applications technologiques toujours, qui nous en servent en fait dans notre quotidien. C'est que finalement, ces technologies ne sont pas neutres. Ça, c'est un autre mythe qu'il faut aussi questionner aujourd'hui. L'idée que la technologie, ça serait neutre, quelque chose de neutre. Ce sera juste un outil qui peut faire ou le bien ou le mal. Non, en fait, les technologies, en fait, sont pas neutres. En fait, elles enferment en elles-mêmes tout ensemble, tout un projet de société, tout ensemble, je dirais, de pratiques, de comportements. Et ce qu'on voit, c'est que à travers le transhumanisme, à travers la perspective d'augmenter l'humain, il y a vraiment une incitation générale à l'optimisation constante de soi. On est vraiment, ça, c'est un discours qui est très présent dans nos sociétés, très prégnant, qui un peu tend à gouverner nos conduites au quotidien. Il faut toujours, c'est ce qu'on entend en fait en permanence, il faut toujours se dépasser ses limites, dépasser ses performances, etc. Et pour moi, c'est un discours finalement, effectivement, qui s'installe très fortement avec l'idée d'un humain augmenté. Là, je vous ai mis une citation de deux sociologues. Ils disent la promesse d'optimisation de soi a colonisé notre quotidien. Les individus sont désormais enjoints d'optimiser leur corps, leur alimentation, leur sexualité, leur sommeil, leur performance physiologique et cognitive, leur vie biologique et sociale. Et effectivement, cette promesse d'optimisation de soi, ça devient vraiment presque un leitmotiv aujourd'hui dans nos sociétés. On est de plus en plus amené à devoir penser notre corps, notre santé, nos ressources intellectuelles et physiques comme des capitaux à maximiser, à rendre pour être plus productifs dans la société. Et pour moi, c'est ça qui joue beaucoup derrière la perspective de l'humain augmenté. Donc, ce n'est pas un humain davantage libéré, c'est un humain, j'aime bien le dire comme ça, un humain qui n'est pas tant augmenté que surtout bien adapté au modèle de société capitaliste, c'est-à-dire aux exigences de productivité, de croissance sans limite, qui sont le cœur du modèle de société capitaliste. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment, comme sociologue, pour moi, c'est un des points vraiment importants, je le vois dans mes recherches, c'est vraiment comment l'humain augmenté est directement associé à la question du productivisme de nos sociétés. Et c'est ce que disait un penseur aussi à travers cet ouvrage 24/7, le capitalisme à l'assaut du sommeil, un ouvrage vraiment intéressant, dans lequel il montrait comment aujourd'hui, justement, on s'intéresse de plus en plus à la réduction du temps de sommeil, notamment dans le milieu militaire, et beaucoup de recherches sont menées sur ça, sans souffrir des effets de la fatigue. Et effectivement, pour le modèle de société capitaliste, il y a un peu deux moments qui sont des moments où on est moins productif. Il y a la mort, d'une part, et d'autre part, le sommeil. Donc, ce sont deux domaines, finalement, en quelque sorte, que cherche à coloniser toujours le modèle productiviste. Et il a cette phrase, Jonathan Crary, qui est vraiment intéressante. Il dit « Des marchés actifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des infrastructures globales permettant de travailler et de consommer en continu, cela ne date pas d'hier. Mais c'est à présent le sujet humain lui-même qu'il s'agit de faire coïncider de façon beaucoup plus intensive avec de tels impératifs. » C'est là où, pour moi, embarque le transhumanisme et la question de l'humain augmenté, comme je le disais tout à l'heure, de transformer l'humain un peu selon les normes de performance, en fait, transformer, on va dire, corps et âme l'être humain pour l'adapter
au modèle productiviste, capitaliste, qui est notre modèle de société aujourd'hui. Et alors, pour donner des exemples plus concrets de ça, à côté des questions du transhumanisme que je traite comme sociologue, je m'intéresse beaucoup à la question de l'humain augmenté au travail, en quelque sorte. Et à côté, face, on va dire, à la grande image de l'humain augmenté, émancipé que véhiculent les transhumanistes, on voit une réalité sociale qui est quand même assez différente. On voit aujourd'hui, finalement, le développement, comme je le dis ici, un peu d'une mise en productivité toujours plus intensifiée de nos corps avec ces technologies. Et un exemple pour moi paradigmatique, vraiment important, c'est la question de l'utilisation à des fins non médicales de médicaments. C'est quand même un enjeu de société très important. Et on mène actuellement avec une collègue de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal une enquête en fait, sociologique justement sur la prise de médicaments dans plusieurs milieux de travail. De prise de médicaments, non pas pour traiter, soigner des troubles ou des maladies, mais pour ici vraiment être, comment dire, pour améliorer ses performances au travail. Et aujourd'hui, alors c'est ce qu'on appelle souvent les smart drugs, ou l'utilisation en tous les cas de psychostimulants. Et ce qu'on voit effectivement, c'est quand même une explosion de la consommation de psychostimulants. Alors déjà dans les milieux d'études, à l'université et en amont déjà, on voit vraiment l'utilisation par les étudiants souvent de médicaments qui sont à la base destinés à traiter des troubles de l'attention, mais qui là vont être utilisés pour améliorer leur concentration, notamment durant les périodes d'examen, donc pour être plus productif, tenir la cadence. Mais ce qu'on voit dans les milieux d'études, on le voit, comme je le disais aujourd'hui, dans plusieurs milieux de travail. Et on le voit, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment chaque milieu de travail va avoir une substance, en quelque sorte, appropriée aux exigences productives. Par exemple, dans le milieu de la santé ou dans le milieu, par exemple, de la chirurgie, on va recourir à des médicaments qui vont bloquer les effets du stress pour justement ne pas trembler durant une opération. Dans le milieu des transports routiers, on va utiliser notamment des dérivés d'amphétamine pour être capable de rester attentif et éveillé pendant les longues heures de transport. Dans tout ensemble de domaines, en fait, on voit justement cette médicalisation de nos pratiques. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, la réalité sociale de l'humain augmenté, c'est un humain qui est de plus en plus assujetti aux normes de performance et on n'est pas du tout plus libéré. Au contraire, on utilise ces médicaments pour tenir la cadence, pour tenir les exigences de productivité. Donc ça, c'est quand même une réalité sociale dont on parle très peu. Quand on parle de l'humain augmenté, du transhumanisme, on parle des grands enjeux spéculatifs futuristes, mais on ne parle pas de ce qui se passe présentement dans nos sociétés, à bas bruit, qui se passe dans nos quotidiens, dans les milieux de travail, dans les milieux d'études aujourd'hui. Donc il y a quand même cette réalité à prendre en compte. Et puis ça m'amène peut-être au dernier point, donc ça c'était la réalité sociale, mais enfin la réalité écologique aussi de l'humain augmenté, en tout cas de cette quête d'amélioration, de repoussement, de dépassement de nos limites avec les nouvelles technologies. Ah oui, pardon, dernier petit exemple quand même sur les milieux de travail. Ça c'est quand même un exemple qui est aussi du présent, qui est tout sauf spéculatif, c'est ce que proposent différentes entreprises justement à leurs femmes salariées, notamment de la congélation des ovules, des ovocytes, de leurs ovocytes en fait. Ça, c'est les entreprises comme Facebook, Apple, qui proposent dans leur, on va dire, dans leur pack d'assurance, qui proposent justement de rembourser la congélation des ovocytes de leurs employés, de leurs femmes salariées, pour justement qu'elles puissent se consacrer, en fait, mettre de côté leurs projets familiaux pour se consacrer au travail. Donc ça, c'est quand même pour moi, c'est un exemple vraiment très fort. Et alors, un des slogans qui était utilisé, vous voyez, c'était « Congelez vos œufs pour libérer votre carrière ». Donc vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment, je dirais ici, dans le modèle productiviste de vraiment comment toute la vie doit être assujettie aux normes de performance. Alors, ces entreprises, en plus, le pire, c'est qu'elles amènent ça comme vraiment un grand progrès féministe. Pour eux, c'est justement donner plus de choix. Mais évidemment, comme le note notamment cette journaliste, elle dit dans les entreprises où le tout au travail tout le temps est déjà la norme, les gens vont lire ce genre de politique non pas comme un encouragement à offrir plus de choix aux femmes, mais comme « voici ce que nous attendons de vous ».
Parce qu'effectivement, pour les femmes qui ne seraient pas prêtes à accepter finalement ce type de pratique, de mettre de côté leurs projets familiaux pour se consacrer au travail, bah, effectivement, peut-être cette entreprise pourra dire, bah, écoutez, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Donc, vous voyez, en tout cas, il faut toujours réfléchir en fait concrètement comment s'incarne la question de l'augmentation de performance concrètement dans les milieux de travail dans la société d'aujourd'hui. Et donc, bah, ça mène au dernier point, plutôt la réalité écologique de l'humain augmenté. Encore une fois, la culture transhumaniste, c'est une culture du sans limite. On est vraiment dans cette idée qu'on peut je le disais, se débarrasser ou s'émanciper de toutes les limites. Et on est vraiment dans cette idée aussi, dans ce postulat, qu'on peut toujours plus maîtriser le vivant, la nature, grâce aux nouvelles technologies. Or, justement, s'il y a bien quelque chose que nous montre le contexte, donc le contexte de la crise climatique, mais aussi le contexte de la pandémie qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, pandémie de Covid-19, c'est que vraiment, au moment, justement, où on prétend maîtriser, voire s'émanciper de la nature, du monde vivant, bah, ce monde vivant, cette nature se rappelle à nous. Ces limites, quelque sorte, on peut dire que c'est un leurre de s'émanciper des limites. Ces limites se rappellent, en fait, à nous. Une seconde. Donc, ces limites se rappellent à nous et en fait nous ramènent toujours vraiment à nos liens d'appartenance à la nature, à voir que c'est un peu une illusion de s'émanciper de la nature. Et ça m'amène à un point ici, peut-être une facette aussi de l'humain augmenté qu'on n'évoque pas beaucoup. C'est plutôt la facette, on va dire, de l'humain épuisé, physiquement en fait, et intellectuellement, finalement, même en quelque sorte, à bout. Et j'aime bien parler de ça, finalement, de cette question-là. Pour moi, c'est un peu l'autre visage de la crise écologique. Quand on parle de l'écologie et de la crise écologique, on parle vraiment de comment les limites de la planète, nos ressources, finalement, sont dépassées. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, dans la crise écologique, ce n'est pas seulement les limites de la planète qui sont dépassées, c'est aussi nos propres limites comme êtres humains. C'est-à-dire qu'on est des êtres vivants avec un corps, et on a des limites aussi comme êtres vivants. Et pour moi, vraiment, l'envers en fait, de l'humain augmenté, ou la réalité aussi sociale de cet humain augmenté, c'est plutôt l'humain, donc comme je le disais, épuisé. Et c'est quand même je dirais un phénomène de société, l'explosion des formes d'épuisement professionnel, de burn-out, de perte de sens au travail. Pour moi, c'est ça, l'épuisement de nos corps, de nos esprits. C'est un peu l'autre facette de l'épuisement des ressources vivantes de la planète et de nos écosystèmes. C'est un peu la même réalité écologique qu'il faut aujourd'hui questionner. Et c'est pour moi un peu l'envers aussi de cet humain augmenté, la réalité écologique de cet humain augmenté, comment c'est un leurre en quelque sorte de prétendre s'émanciper de nos limites biologiques. Ces limites se rappellent à nous intimement. Alors ça m'amène à la conclusion. Et puis justement, j'ai hâte aussi de pouvoir discuter, d'échanger avec vous sur ça. Je pense que vous l'avez compris à travers ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est de prendre un peu de recul sur ce discours transhumaniste. Pour moi, l'impératif d'aujourd'hui, politique, social, écologique, c'est pas tant de changer l'être humain technologiquement, comme nous y incitent en fait les transhumanistes, c'est plutôt d'interroger, de changer notre modèle de société qui, selon moi, c'est surtout ici, dans ce modèle de société, que se pose un certain nombre de problématiques. Et face à, en quelque sorte, on pourrait dire à l'accélération, à l'exploitation toujours plus effrénée de nos ressources vivantes, naturelles mais humaines, bah, s'impose pour moi l'urgence de ralentir et de bifurquer. Donc, changer notre monde plutôt que de changer l'être humain. Donc voilà, je vous remercie et puis j'ai hâte justement d'échanger avec vous sur ces questions. Ben, merci beaucoup pour cette excellente conférence. D'abord, un commentaire avant la question. Moi, je pense que l'ère du transhumanisme a déjà commencé avec les réseaux sociaux, l'informatique, puis tout ça. On est déjà rendu là. Puis, quand on regarde les statistiques de consommation d'antidépresseurs, puis les statistiques de santé mentale, on se rend compte que l'être humain aujourd'hui n'est pas plus heureux qu'autrefois, malgré le fait que, matériellement parlant, la vie est plus facile aujourd'hui qu'avant. Donc, ça veut dire que malgré les avancées de la science en termes médicaux, puis
lutte contre les pandémies, etc., il n'en demeure pas moins que la réalité sociale aujourd'hui ne rend pas l'homme plus heureux, bien au contraire. Et puis moi, je pense que c'est lié notamment à ça. Je vais faire un parallèle avec la nourriture, vous l'avez mentionné. Le corps de l'humain n'est pas adapté à la nourriture moderne. C'est ce qui cause la pandémie d'obésité notamment. Là. La nourriture qu'on retrouve aujourd'hui, ces tablettes, ça ne correspond pas à nos besoins. Mais je vais faire le même parallèle. L'être humain, quand sa génétique a été développée, en tout cas si on remonte, mettons, l'homme de Cro-Magnon, d'un point de vue évolutif, dans le temps, c'est hier. Nos chromosomes ont très peu changé depuis l'homme de Cro-Magnon, mais notre société, elle, s'est complètement transformée. Fait qu'on peut dire que autant notre système digestif que notre système cognitif n'est pas adapté à la société moderne, et ça peut être une cause du problème de dépression aujourd'hui. Ma question, c'est la suivante. Au fond, une des grandes conclusions de votre livre ne serait-ce pas de dire, un peu comme moi je le sous-tends dans le mien, que ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le déni de la biologie. Oui, c'est une excellente remarque, effectivement. Je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, justement, effectivement, dans le dernier point, quand j'évoque notamment la question de comment c'est un leurre pour moi de s'émanciper des limites biologiques, justement, de s'émanciper en fait de la biologie tout court, parce que il y a vraiment cette idée d'être le transhumanisme, de s'émanciper finalement du corps, de la biologie en soi. Et c'est un mythe en fait, c'est un mythe complet en fait pour moi. C'est là, et je vous rejoins totalement, y compris sur votre commentaire avant aussi, effectivement, il y a cette idée qu'on n'est pas adapté, mais les transhumanistes en tirent la conclusion du coup qu'il faut nous adapter avec les nouvelles technologies plutôt que de remettre en question le modèle de société qui n'est pas adapté en fait. Donc, mais effectivement, je pense qu'il y a un leurre ici complet à prétendre s'émanciper en fait de la biologie, et il y a une urgence en fait on pourrait dire presque à revenir sur Terre, en fait, à essayer à voir concrètement ici notre appartenance au vivant. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand enseignement de l'écologie, de la crise climatique qu'on vit, la crise sanitaire, en fait. Il est urgent de revenir sur Terre, en fait, et d'arrêter, en fait, d'être dans cette logique qu'on peut s'émanciper de tout, du vivant, de la planète, etc. Donc oui, je vous rejoins tout à fait. Je ne veux pas rajouter de questions, juste rajouter la négation de la binarité sexuelle. Ça, c'est un beau déni de la biologie aussi. Parce qu'on écoute le discours des gens, des protagonistes de l'identité de genre, ben, ils entendent parler, le sexe, c'est quelque chose qu'ils peuvent définir. Pas de genre. Le genre, on peut bien avoir le genre qu'on veut. Mais le sexe, c'est quand même juste un X et XY, là, mais en les entendre parler, les autres, là, on peut avoir le sexe serait assigné à naissance. C'est vraiment du délire, puis du déni de la biologie, en quelque sorte. Ouais, puis il y a cette idée aussi qu'on peut, il peut y avoir cette tendance à essentialiser en fait effectivement et puis là on retrouve d'ailleurs dans le discours transhumaniste, il y a tout effectivement le discours aussi du post-genrisme, en fait que ça va être toujours les solutions là aussi pharmaceutiques, technologiques qui vont permettre de s'émanciper plutôt que de travailler en fait encore une fois au regard qu'on peut porter sur que la société porte en fait justement en termes aussi d'inclusion. Oui, justement, c'était un des points que je voulais soulever sur le transgenrisme, sur les opérations, les hormonothérapies pour changer le sexe et tout. Un autre point que je voulais peut-être amener, c'est que au niveau du transhumanisme, on est d'une certaine façon, oui, il y a quand même une certaine fiction que vous avez bien montré dans votre conférence, que certains font la promotion d'une certaine fiction dans le futur, mais on est un peu dedans présentement avec, si on prend par exemple la contraception. On pourrait dire que la contraception, ça a été une révolution dans nos sociétés, parce que maintenant, les femmes peuvent contrôler quand ils vont avoir des enfants. Et on a maintenant des femmes augmentées, justement, parce qu'elles suivent la contraception avec un nombre d'enfants diminué, ça fait des changements sociaux. Et ça a amené des révolutions sexuelles, ça a amené le féminisme, ça a amené les femmes au travail en même temps, à la même place que les hommes, ils n'ont plus à la maison à s'occuper des enfants parce qu'ils ont 7 ou 8 enfants en dessous d'eux autres. Et d'une certaine façon, on est dedans, à mon avis, mais peut-être pas aussi, on n'est pas, c'est sûr qu'on n'est pas dans la fiction que certains nous montrent.
Puis c'est ça, c'est que avec, vous avez mentionné l'histoire de la maîtrise du vivant, ben, c'est un peu aussi ici, il y a une espèce de peut-être technodépendance au niveau de la pilule, au niveau de la contraception. Puis comment je appelle ça? Notre idéologie sociale, notre culture nous amène à nous dépasser et on fait la promotion justement de la femme au travail pour qu'elle se dépasse et pour qu'elle s'implique davantage. Ça fait qu'il y a un peu tout ça qui joue. Fait que je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah, il y a plusieurs choses dans le commentaire. Il y a vraiment, en tout cas, il y a cette idée que il y a aussi, comment dire, quand on parle aussi de contraception, mais là, il y a aussi des apports aussi historiques importants en termes d'émancipation, en fait, aussi, y compris par les moyens, en fait, des moyens médicaux, en fait. Ça, il ne s'agit pas de le nier, en fait, justement. Mais il y a aussi le fait qu'on pourrait avoir aussi, surtout, là, des inégalités, en fait. C'est typiquement, en fait, la voie ici de la contraception aussi, qu'on va juste proposer, en fait, aux femmes, en fait, et jamais aussi aux hommes. Il y a toute cette question de l'inégalité du partage aussi, de cette responsabilité. Et puis c'est ça. Puis donc, moi, c'est plus dans ce sens-là aussi que je le verrais, effectivement, et bien au-delà de la contraception, finalement, qui a permis une véritable aussi, de ce point de vue, libération. C'est surtout aussi, moi, je le vois sur les actions en termes, finalement, sur la naissance, sur la procréation en tant que telle, sur la volonté de contrôler, finalement, la naissance en soi, en déterminant des caractéristiques génétiques, en fait, ici, par exemple, des enfants à naître. Il y a tout un ensemble de cliniques aujourd'hui qui proposent finalement, justement ici, c'est ça, de choisir en fait une certaine sélection en quelque sorte. De ce point de vue-là, ça me semble vraiment, c'est ça qui me semble surtout aussi plus discutable en tant que tel, quoi. Ben, écoutez, moi, face en fait, à la question du transhumanisme, je me définirais comme un transhumaniste à très, très long terme, mais à court terme, je pense que ça nous éloigne de la résolution de nos vrais problèmes. Okay? Aussi, on manque de modestie parce qu'il y a des limites à l'ingéniosité des humains. Okay? Moi, je pense surtout à la crise climatique où on s'est donné des moyens énormes. On a réduit même la pauvreté. On est rendu avec 8 milliards d'individus sur la Terre. C'est sûr que si les pays riches ça serrait la ceinture, on ne serait pas trop nombreux. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on est en train de détruire l'environnement pour satisfaire nos besoins. Et que moi, à long terme, je vous dis honnêtement, je suis un spécialiste en intelligence artificielle. Ce que je crois, c'est que l'être humain va être remplacé par la machine. Pas l'être humain augmenté. Carrément, l'avenir de l'humanité, c'est Machina Sapiens. Okay? Mais dans combien de millénaires ou dans combien de centaines d'années ça va arriver? Parce que nous, on est adapté en fait à notre écosystème. Okay? Homo sapiens est adapté pour vivre sur Terre dans son écosystème et c'est très bien comme ça. Par contre, on a la capacité de créer des choses nouvelles, éventuellement de créer une intelligence artificielle qui, elle, pourrait éventuellement nous succéder. Okay? Moi, je pense qu'à très long terme, ça risque d'arriver, puis il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Une des raisons que je n'aime pas le transhumanisme, puis je ne me définis pas comme transhumaniste, je ne fais pas partie d'aucune association transhumaniste. Ce qui me déplaît là-dedans, c'est le côté individualiste de la chose. Le fait qu'il n'y a pas la fameuse... on a la liberté, mais on n'a pas l'égalité, puis on n'a pas la fraternité, hein, les grandes valeurs de la République. Là. Et ça me dérange beaucoup parce que c'est un truc d'individualisme et ça accentue les inégalités. Okay? Donc, moi, ce que je vois, le problème du transhumanisme, ce n'est pas la vision à très, très long terme, parce que je pense que si on veut survivre, même ne serait-ce qu'au fait que le Soleil, dans 5 milliards d'années, il va s'éteindre, il va en bouffer la Terre, en fait. Si on veut survivre à ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose éventuellement. Okay? Mais on a le temps, là, hein, 5 milliards d'années, là, on a le temps. Où on a moins le temps, c'est au niveau de l'environnement. Ça, vraiment, là, même, je dirais qu'il est trop tard. Je garde, moi, un optimisme je dirais, émotionnel dans un découragement rationnel okay, par rapport à l'environnement et la crise environnementale qui est non seulement climatique, mais qui est également la biodiversité. On est en train de détruire les animaux, on est en train de détruire la vie carrément. Et quand vous parliez tout à l'heure de réduire la population, on n'a pas le choix. Elle va se réduire volontairement par en fait des activités qui visent la sobriété puis le partage,
ou elle va se réduire par les guerres. En fait, les trois trucs connus, la famine, la guerre et puis les maladies. OK? Et je pense qu'il faut à un moment donné arriver sur Terre et se dire, ben, c'est ça qui va arriver si on ne fait rien. Et ce n'est pas en ayant, en fait, le transhumanisme comme une solution, puis d'aller coloniser Mars. C'est pas On peut quand même croire que l'humain, à très, très long terme, va évoluer vers Machina Sapiens. Là. OK? D'ailleurs, j'ai créé une entreprise moi, qui s'appelait Machina Sapiens il y a très longtemps. OK? Ce mythe-là, à long terme, ça peut être un mythe qui fait rêver, mais à court terme, il nous nuit parce qu'il nous empêche de résoudre nos problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de mon intervention? Oui, ben merci déjà pour votre intervention. Bon, il y a deux éléments en fait dans votre intervention. Il y a le fait effectivement que comment dire l'urgence écologique en fait qui est là. Et pour moi effectivement c'est ça qui est premier en fait qui amène à la réflexion en fait à prendre une distance critique vis-à-vis on va dire du transhumanisme, toute la perspective techno-solutionniste qu'à chaque problème qu'on rencontre il y aura une solution technologique. Parce que c'est ça dont il est question. Par ailleurs quand même sur votre idée qu'à long terme, en fait, on serait dépassé par l'intelligence artificielle. Pour moi, comment dire, on est dans le récit, en fait. Là, on est typiquement, pour moi, dans le récit, dans ce que vous faites. Les transhumanistes font le même type de récit que, il y a toujours cette idée que, bah, il y aura un progrès technologique linéaire, que demain, en fait, la société de demain, ce sera une société où l'humain sera supplanté par la machine et tout. Pour moi, c'est du récit, en fait. Je veux dire, il n'y a pas véritablement, en fait, de loi de l'histoire qui indique ça. Et je pense que c'est problématique, en fait, de l'amener comme ça, en fait. C'est vraiment, pour moi, le discours long-termisme, en fait, comme on dit, qui nous amène, bah, qui nous détourne un peu justement, du présent, en fait, écologique. Et justement, il faut être capable en fait de remettre en question ces scénarios, ces visions du futur où on nous présente toujours comme inéluctable l'idée que c'est la machine qui va prendre le pouvoir, etc. On est vraiment dans du discours et dans du mythe en fait. Il faut être capable d'ores et déjà en fait, au contraire, d'interroger aussi la place du monde high-tech dans nos vies. Et il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, notamment il y en a beaucoup qui militent aussi aujourd'hui, qui font voir aussi la possibilité ou l'intérêt en fait des basses technologies, des low-tech en fait, montrer qu'on est capable de faire aussi différemment en fait. Surtout aussi il y a cette idée que c'est pas forcément comment dire la technologie comment dire, qui apporte des solutions. Sur bien des problématiques auxquelles on est confronté, c'est avant tout de solutions sociales, politiques dont on a besoin, en fait. Et on le voit très bien, l'enseignement comment dire, l'histoire nous l'a enseigné, hein, le progrès scientifique, technique, en tout cas technique, n'est pas nécessairement source de progrès social, moral, en fait. Donc, moi, c'est plus ça que ça m'inspire, mais encore une fois, je prendrais vraiment mes distances avec le discours qui place toujours dans un futur lointain, l'humain sera supplanté par la machine, on n'en sait strictement rien en fait. On n'en sait strictement rien. Pour moi, c'est de la croyance. Je réactionnerais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pas une croyance que l'intelligence artificielle va finir par dépasser l'humain. C'est un fait qui est à peu près inéluctable. Il n'y a aucune différence entre un être humain et une machine. Okay? On est des machines biologiques. Il n'y a aucune raison pour laquelle on n'arrivera pas à faire une machine artificielle qui va être supérieure à l'humain. Ça, puis elle est déjà supérieure à l'humain dans beaucoup de tâches actuellement. C'est juste une question de temps. Il n'y a aucun obstacle physique ou scientifique à la réalisation d'une intelligence artificielle. Il n'y en a aucune. C'est juste une question sociale, comme vous dites. On veut ou on ne veut pas le faire. Mais d'un point de vue scientifique, c'est absolument réalisable. C'est bon. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas scientifique là, mais je veux dire, il me semble que c'est extrêmement contesté et remis en question. Et puis, vous tenez un discours extrêmement techno-déterministe, l'idée que ce sera la technologie nécessairement qui amènera dans telle direction. Non, déjà, d'associer l'humain à une machine, c'est tout sauf évident. Je veux dire, vous êtes dans un discours qui est extrêmement contestable. Puis... mais je vais additionner une chose ici. Par exemple, je regarde... bon, je suis rendu, moi, j'ai 60 ans aujourd'hui, là, mais si je me rappelle, dans les années 70, quand j'étais à l'école, on nous disait qu'en l'an 2000, on allait avoir une société de loisirs, qu'on n'aurait plus besoin de travailler. Fait que si on regarde sur les projections qui se font à long terme, ben, on s'est mis le doigt dans l'œil
jusqu'au coude, pas à peu près, hein. Fait que savoir qu'est-ce qui va arriver dans 20, dans 50 ans, ça peut être très difficile. Isaac Asimov avait quand même écrit des très bons livres dans le temps avec sa série des robots, où ceux qui avaient des lois de la robotique, où ceux qui limitaient quand même ce que les robots pouvaient faire ou ce que l'intelligence artificielle pouvait faire. Fait que même si l'intelligence artificielle devient supérieure à nous autres dans le futur, si on lui met des limites puis qu'on l'empêche de se développer d'une certaine façon, parce que cette intelligence artificielle, pour se développer, ben, ça prend des bras, ça prend de la technologie, ça prend de la construction, il faut bâtir des choses. Fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, à mon avis. Premièrement, il paraît que demain mardi, on sera à 9 milliards. Ça a été annoncé. Okay, donc, on n'est plus à 8 milliards pour ceux qui veulent se remettre à jour. C'est formidable. Donc, ça me fait penser que si on ne diminue pas la population, il y aura une difficulté quand même à ce que tout le monde devienne prospère et qu'il y ait une certaine égalité. Je ne crois pas à l'égalité, comment dirais-je, l'égalité concrète, là, enfin pratique de l'humanité si on ne diminue pas. Alors bon, donc c'est un point de vue que il y a les gens pensent qu'il faut que tous les humains naissent parce que bon, ils ont le droit de naître, mais je ne pense pas qu'il y ait un droit à naître. Donc ensuite, le monsieur avant moi, je voudrais répondre. Non seulement la technologie pour ce futur, comme vous dites, n'est pas encore là, n'est-ce pas? C'est aussi beaucoup de faire croire, comme pour le sujet de notre conférence, là. Et peut-être que ça prendra plusieurs siècles, c'est possible, mais c'est pas comme si c'était si inéluctable. Parce que, comme vous dites, notre cerveau a beau être biologique, qu'il n'y a pas de Dieu et tout ça, mais pour fabriquer une machine qui serait l'équivalent d'un humain, j'ai déjà parlé à un scientifique avec ça, il dit c'est extrêmement difficile parce qu'on peut faire des machines performantes, mais sur tel niveau, tel autre, etc. On ne pourra pas avoir une machine performante sur tout qui pourra venir nous dominer, nous diriger, sans compter qu'on peut toujours ajuster les machines et de leur donner une limite. Enfin, c'est juste pour dire que moi, je n'ai pas peur de ce problème dont c'est vrai qu'il y a un souci pour certaines personnes. Alors, bon, voilà. Mais c'était pas de ça que je voulais parler. Mais juste une petite chose qui me revenait, puisque vous avez fait allusion à un film de science-fiction que j'ai vu, et puis bon, vous savez, à Hollywood, on fait des bons films d'action hein, avec les sujets de science-fiction. Est-ce que vous vous rappelez de ce film où là, les humains, finalement, justement pour ne pas mourir, pour se protéger, on avait des clones qui vivaient à votre place. Et donc, vous viviez couché, vous avez sûrement vu ce film parce qu'il est assez extraordinaire. On vivait couché avec des appareils sensoriels. Donc, on pouvait vivre la vie qu'on voulait avec son clone, puisqu'il n'y avait aucun problème si le clone crevait ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, ils étaient montés de façon à ce qu'ils ne crèvent pas. Donc, je voulais mentionner que c'était une autre façon aussi d'imaginer une vie plus immortelle et surtout plus riche parce qu'on pouvait vivre comme ça les vies qu'on voulait. Et là, il y avait la technologie que vous ayez toutes les sensations qu'on aurait si on était en train de vivre ce personnage, ce scénario. Donc, j'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire, sauf que ça faisait que des humains, ils étaient couchés, ils vivaient plus, ils pouvaient plus s'entendre même avec les gens autour d'eux. Chacun vivait dans sa cage avec ses appareils. Bon. Et ça m'a paru une possibilité de l'avenir. Je peux imaginer les humains bon, prouvant que c'est formidable. Comme ça, vous avez toutes sortes de vies dans une seule vie, puisque nous avons ce problème que nous n'avons qu'une seule vie, un seul métier, une seule aventure, et tout et tout. Voilà. Bon, ça, c'était une des choses. Mais merci pour ça. Je ne sais pas c'est quel film, je crois qu'il y en a qui mettent dans l'espace discussion. Mais bon, en tous les cas, on est toujours on est dans la science-fiction, c'est-à-dire il y a beaucoup de scénarios qui sont toujours envisagés selon telle ou telle technologie et tout. En tout cas, la réalité du présent, là, sociologiquement, elle est toute différente, quoi. Mais sur la question, le titre en anglais, c'était Surrogates. Ah oui, c'est ça, ok. Ah,
Merci. Avec Bruce Willis, c'est ça. Oui, oui. Oui. Sur la question de, comment dire, de la surpopulation, encore une fois, pour moi, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup quand même dans les discours transhumanistes et qui tend pour moi à biologiser en fait le débat. Parce qu'en fait, c'est pas forcément la surpopulation qui est le problème. C'est pas les pays qui sont les plus peuplés qui aujourd'hui sont la source de la population, en fait, de la pollution. C'est vraiment les pays, au contraire, les pays occidentaux qui, comment dire, qui ont la plus grosse empreinte, en fait. Et c'est pas les pays les plus densément peuplés. Donc, je pense que c'est important de décorréler ici la question de la pollution, du dérèglement climatique, de juste la question de la surpopulation. La question qui est vraiment importante, qui se pose à nous, c'est pas nécessairement la surpopulation, c'est la question de la viabilité de notre modèle de société industrielle capitaliste, qui est à la source, en fait, vraiment de manière très puissante de, comment dire, du dérèglement climatique, de la situation qu'on vit, qu'on qualifie aujourd'hui d'anthropocène ou de capitalocène. C'est vraiment, et c'est important de tenir compte de notre modèle de société. C'est vraiment notre modèle de société qui pose en soi problème, qui montre ses limites aujourd'hui. C'est non pas l'être humain en tant que tel. Donc moi, je prendrais un peu mes distances avec ce discours sur il faut réduire la taille de la population parce que c'est pas forcément en ce sens-là que ça se pose, la question climatique. En tout cas, il y a d'autres manières de l'envisager. Je ferais peut-être une intervention là-dessus. C'est si on regarde, par exemple, un des pays qui produit le plus de gaz carbonique aujourd'hui, c'est la Chine. Maintenant, par capita, c'est sûr que les pays industrialisés, on en produit davantage. Mais l'autre chose, c'est qu'en Chine, ce que les gens veulent, c'est avoir le même train de vie que nous autres dans les pays industrialisés. Alors, c'est peut-être pas juste notre société à nous autres qu'il faut changer, c'est les envies des pays en voie de développement aussi. Et ça, Ouais, c'est ben, ça. quand je parle du modèle de société, c'est effectivement ce modèle de société en tant que tel. Puis il y a un truc dont on ne tient pas compte aussi, c'est-à-dire nous, tout notre mode de vie, notre modèle de société ne tient que parce qu'on externalise la production qui est assumée par ces pays. Et ça, on ne le compte pas. En fait, on dit, ah, ben, il pollue beaucoup. Mais en fait, il pollue beaucoup parce que, justement, pour tenir notre modèle à nous. Donc, il y a ça aussi, quand même. Ouais, c'est un sujet, j'ai bien aimé ta présentation, Nicolas. Un sujet transhumaniste, moi, ce que j'ai pensé avant que je vois ce que tu disais, parce que tu l'as amené au niveau social, moi, ce qui me fait peur, c'est souvent, j'ai des gens qui mettent des microprocesseurs dans leurs mains pour pouvoir ouvrir les portes. C'est simple, mais ça existe. Puis ça, c'est quelque chose ça me fait peur. Parce que on s'en va vers le contrôle. C'est-à-dire que la personne, un peu comme un nocelle qui nous disent tout le temps où est-ce qu'on est. Nos selles connaissent tout le temps notre position de où est-ce qu'on est dans le temps. Fait que c'est le transhumanisme, je sais pas, ben, pas tout à fait comme tu dis, là, un peu différent, mais je vois ça qu'on s'en va vers un plus grand contrôle des gens. Puis ça, je ne sais pas si j'aime ça. De l'autre côté, j'aime ce que ça l'apporte parce que quand on parle d'une personne qui est handicapée, disons, qui manque une jambe, puis que là, on peut, avec la technologie, faire une jambe, mettre ça dans l'os, puis il va sentir les bosses sous le pied artificiel. Ça fait, OK, c'est bon. Maintenant, entre les deux, c'est la limite que je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un super bon point, une super intéressante intervention. Effectivement, ça pose la question de comment dire, la distinction entre thérapie, médecine et amélioration au transhumanisme. Il faut faire aussi cette distinction, même si les frontières sont effectivement floues en fait entre les deux domaines. Où s'arrête la médecine et où commence l'optimisation, l'augmentation de l'humain au sens où l'entendent les transhumanistes. Ce sont des questions qui sont difficiles à trancher, qui sont des questions pour moi en fait qui sont à trancher, je dirais, démocratiquement, collectivement. Parce qu'il n'y a pas En fait, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, sur la question des nouvelles technologies, de plein d'exemples qu'on peut évoquer, pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse collectivement en débattre, en fait, et fixer nos propres limites. En fait, il n'y a pas de limite, ni naturelle ou autre,
qui vont s'imposer. Donc, c'est des choix de société. Et ça, c'est important de pouvoir en discuter. Donc, moi, je ne peux pas, effectivement, en fait, sur beaucoup d'enjeux, en fait, qui relèvent du soin, de la médecine, guerre des maladies, ou même la question de la contraception, en fait, là, on est sur des avancées, en fait, considérables, en fait. Mais quand on bascule, c'est à partir de quand qu'on bascule, effectivement, vers la perspective de l'augmentation de l'humain augmenté, etc. Et ce sont des frontières qui sont pour moi dont il faut pouvoir, je dirais, débattre et trancher collectivement. Ce n'est que de manière sociale politique, qu'on peut apporter des réponses. Puisque finalement, c'est très flou. Qu'est-ce qui va, par exemple, pour une personne handicapée, ce qui va constituer une forme de, comment dire, de soin, en fait, une prothèse nécessaire pour un handicap. Pour une personne finalement non handicapée, ce sera par exemple une forme, est-ce que ce sera une optimisation? Il y avait tous ces débats, je ne sais pas si vous aviez suivi ça à l'époque, c'était le cas du coureur sud-africain Oscar Pistorius, qui a amputé des 2 jambes, en fait, qui a des lames de carbone. Et ça avait créé tout un débat en fait, auprès du comité des Jeux Olympiques, à savoir est-ce qu'il peut concourir avec les athlètes dits valides non handicapés. Et ils avaient dit que oui, finalement, il peut concourir. Donc, c'est le premier athlète, comment dire, handicapé à concourir avec les athlètes non handicapés. C'était en 2012, si je me souviens bien. Et bref, il y avait tout un débat à savoir si on l'autorise, est-ce que demain, avec des prothèses qui seraient plus performantes, des athlètes qui n'auraient pas de handicap, finalement, n'auraient pas recours à ces prothèses pour améliorer leur performance. Bref, on voit que c'est pas simple comme débat. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un débat, en fait, on peut trancher ça. Les limites sont à fixer collectivement, politiquement. Elles ne sont pas données par nature, en fait, les limites. Vous voyez ? Donc, pour moi, ça, c'est un enjeu. C'est pour ça que pour moi, c'est un enjeu vraiment politique important. Puis sur la question des puces, effectivement, le premier élément de votre intervention, oui, et c'est vrai que c'est un élément qui se développe, en fait, qui fait partie aussi de la galaxie un peu transhumaniste, en fait, de micro-puces à intégrer sous la paume de la main, par exemple. Quelques entreprises en high-tech le proposent à leurs salariés de manière... Mais ce n'est pas encore très développé. Mais oui, en tout cas, ce que moi, ça pose comme question, c'est on voit comment les frontières entre la vie, effectivement, personnelle et l'entreprise, la vie professionnelle, comment ces frontières se brouillent, finalement. Et il y a une forme d'entreprisation de nos corps. Nos corps deviennent un peu, comme je le disais, vraiment sont de plus en plus assujettis aux normes de performance, donc à travers des puces, à travers des applications, etc. Et oui, il y a la question du contrôle, mais c'est la question aussi du brouillement des frontières entre vie personnelle, vie professionnelle, vie personnelle, entreprise, etc. Et on sait que c'est quand même dans ce brouillement des frontières aussi que se jouent aussi, y compris des formes d'épuisement professionnel aujourd'hui, finalement, où il n'y a plus de limites, par exemple, au modèle de l'entreprise qui va coloniser nos corps, nos vies de plus en plus avec ces nouvelles technologies. Merci. D'abord, cette information, j'ai lu la semaine dernière qu'en Chine, il y a eu un robot, on a dit la Chine l'a fait, un robot qui a été nommé PDG d'une société de 3000 salariés. J'aimerais avoir votre réflexion sur la relation qui peut exister entre le transhumanisme et un système démocratique de gestion de la société, parce que je ne sais pas si le fait de nommer un robot patron PDG d'une société où il y a des salariés qui peuvent faire grève, qui peuvent faire, etc., et qui donnent des décisions et qu'on est obligé d'appliquer est quelque chose d'envisageable dans un système démocratique. Donc, ça touche à notre point. Le deuxième, c'est effectivement, mais vous y avez un petit peu répondu partiellement à la dernière intervention, c'est par rapport au côté bon du transhumanisme. Je pense à 2 cas. D'abord, j'ai un ami qui a un cœur qui est un peu fragile, un ami qui est jeune, mais qui a un cœur qui est un petit peu fragile. Et à côté du cœur, on lui a mis un petit appareil. À chaque fois que son battement de cœur ralentit, il y a un petit choc qui repart. Et c'est comme ça que cette personne continue à vivre avec ses gosses et depuis déjà quelques années. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que permet
cette évolution vers la recherche, non pas d'une vie éternelle, mais d'une amélioration du corps humain dans un but positif. Et j'ai un autre cas, j'ai une dame que je connais qui atteint l'âge où on ne peut plus, pratiquement, où elle est menacée de ne plus pouvoir avoir d'enfants et qui adorerait avoir des enfants, mais qui n'a pas encore rencontré la personne avec laquelle il souhaite avoir des enfants et qui a peur que cette chance lui échappe et qui a été congelé ses œufs et qui a trouvé ça, qui vit maintenant très heureuse parce qu'elle a pu congeler ses œufs et en attendant de trouver le prince charmant. Alors, j'aimerais avoir votre réflexion sur ces trois points, s'il vous plaît. Ouais, alors peut-être je vais commencer par le deuxième ici sur la question des apports. En fait, encore une fois, quand on parle du transhumanisme, on parle d'un mouvement, d'une idéologie. On ne parle pas directement de technologie. Le transhumanisme, c'est un mouvement qui milite pour utiliser les technologies pour améliorer l'humain et ses performances. Dans l'exemple que vous donnez, en fait, par exemple, sur votre ami qui finalement se fait soigner pour des problématiques liées au cœur, on n'est pas dans le transhumanisme en soi. En fait, c'est la question aussi de la médecine et de certaines avancées médicales, y compris avec les technologies, en fait, qui sont tout à fait, qui sont pas forcément en soi problématiques, en fait. Je veux dire, on est dans le domaine aussi du soin, quoi, en fait, quoi. Dès lors qu'en fait, que la question de la médecine ne se réduit pas à une question technoscientifique, parce que là, il ne faut pas l'oublier aussi, la médecine, c'est aussi du soin, c'est du rapport humain, c'est du lien social, mais ça inclut aussi des progrès, évidemment, et pharmaceutiques et technologiques, en fait, ça, il ne s'agit pas de le nier, en fait, mais encore une fois, le transhumanisme, c'est pas la médecine, le transhumanisme, c'est vraiment utiliser les nouvelles technologies pour dépasser les limites du corps humain tel qu'il existe, en fait, la question n'est pas juste là de soigner et puis voilà, puis surtout, moi, ce que je vois qui est problématique dans le transhumanisme, c'est surtout encore une fois, d'offrir que des solutions technologiques. Par exemple, sur la question du handicap, oui, il peut y avoir la question de prothèses pour des personnes qui sont amputées, et ça, effectivement, il ne s'agit pas de le nier. En fait, si ça contribue à améliorer le bien-être, la vie de ces personnes, c'est une avancée aussi. La question aussi qui se pose, c'est que aussi le handicap, c'est pas juste une question, technique, technologique, c'est une question aussi sociale. Comment on travaille dans notre société à l'inclusion aussi des personnes handicapées, aux personnes qui sont différentes, à l'accessibilité sociale. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que le travail souvent réduit des problématiques ou de santé ou autres, en fait, à des problématiques technologiques. Et c'est ça qui me pose problème. Souvent, les réponses ne sont pas juste techniques, en fait, elles sont aussi sociales. Et il y a l'importance d'ouvrir le prisme, en fait, pour vraiment appréhender dans leur complexité les problématiques auxquelles on s'affronte aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, en tout cas, il y a plusieurs distinctions à faire, mais j'en conviens que c'est loin d'être évident, mais d'où l'importance de pouvoir en débattre collectivement. Sur la question du PDG robot, pour moi, on est vraiment sur la ligne ici. Bon, c'est une ligne quand même assez sensationnaliste, je trouve, mais on est encore sur la ligne vraiment, là, effectivement, on est toujours aussi dans cette idée qu'on va remplacer l'humain par la machine. Moi, je suis très sceptique et dubitatif, en fait, sur ces exemples-là, en fait, quoi. Je veux dire, même quand on voit la question des algorithmes, justement, aujourd'hui, on nous dit, justement, l'intelligence artificielle sont les algorithmes qui décident tout seuls. Je vous renvoie vraiment à un ouvrage qui est super intéressant du sociologue, c'est Antonio Casilli, sur En attendant les robots. Il démystifie justement toute cette question des algorithmes qui existeraient juste par eux-mêmes. Il montre comment derrière, il y a tout ce qu'il appelle les travailleurs du clic, des gens qui vont en Inde, dans d'autres pays, justement, qu'on ne voit pas très loin de nous finalement, qui vont en quelque sorte exercer les algorithmes pour qu'ils prennent les bonnes décisions, en fait. Donc, c'est eux qui cliquent très concrètement pour vraiment que l'algorithme apprenne à reconnaître. Donc, il montre toute une réalité, toutes ces petites mains, en fait, qui travaillent très concrètement. Et il démontre, en fait, il dit que c'est un mythe, en fait, de penser que les technologies existent sans nous et tout. Et au contraire, il montre, là, c'est tenu par des mains très concrètes. Et surtout, ça gère tout un système d'exploitation, en fait, derrière, social, très visible.
plutôt très invisibilisés, en fait, qu'il faut rendre visibles, quoi. Donc là aussi, hein, sur l'idée, le mythe de l'humain va se faire remplacer par la machine, pas tout à fait ce qu'on voit, en fait, quoi, quand on regarde des enquêtes sociologiques, en tous les cas. Oui, ben, tout d'abord, je voulais m'excuser, je suis dans un environnement un peu bruyant. J'ai pas eu le choix aujourd'hui. L'autre chose, c'est que je voulais corriger quelque chose qui était mentionné un peu plus tôt. On va être 8 milliards d'un jour à l'autre dans quelques jours et non pas 9. Donc 8 cette semaine. L'autre chose, je voulais aborder l'aspect des super-héros qui sont souvent des humains augmentés. Depuis 25 ans, il y a la grosse mode des super-héros. Et bon, dans les cas les plus soft, on peut penser que c'est des humains qui ont des équipements rares, accès à des technologies comme un Iron Man ou Batman. Bon, dans ce cas-ci, on pourrait parler de transhumanisme soft, mais dans beaucoup de cas, c'est à l'intérieur, leur code génétique a été transformé dans leur nature est plus, c'est plus des humains finalement. Tu sais. Je pense, il y a la liste est longue. Là. Capitaine America, c'était volontaire. Dans le cas de Spider-Man, c'était un accident. Les Quatre Fantastiques, c'est des accidents. Souvent, c'est des accidents, mais des fois, c'est volontaire. Le Gobelin, eux, ils se sont mis dans une machine pour s'augmenter. Et puis, la liste est longue. Là. On pourrait, tu sais, on pourrait regarder toutes les expériences, tous les trucs, mais le thème du transhumanisme est très, très, très présent dans la littérature de super-héros. Et comme maintenant, c'est mainstream, il y aurait certainement des réflexions à faire à ce sujet-là parce que ça contribue à l'imaginaire. Je veux dire, les gens, quand ils regardent Spider-Man, ils veulent être à la place de Spider-Man. Ils ne remettent pas en question le fait qu'il est extraordinaire, qu'il est spectaculaire, c'est merveilleux, c'est donc bien le fun. Moi, je voudrais être Spider-Man moi aussi. Puis en plus, ça lui est arrivé par le plus grand hasard du monde. C'est pas parce qu'il était né riche, tu sais, c'est tombé sur lui. Puis là, il y a un grand don et c'est un don. C'est un don. Donc, des grands pouvoirs qui viennent avec des grands. C'est vraiment présenté de façon très. Dans le cas de Spider-Man, c'est présenté le transhumanisme comme étant très, très, très positif. Dans le cas de Hulk, moins. Parce que Hulk, lui, il a la force, mais il n'a pas de contrôle, puis nanana. Bon, dans les dernières versions, à toute fin, certains qui ont suivi savent qu'à un moment donné, il contrôle, puis il y a juste les bons côtés, mais au départ, non, il y avait plein de mauvais côtés qui venaient avec ça. Donc, des fois, il y a l'aspect cautionary tale, puis vous avez parlé un peu plus tôt de Limitless. Eh bien, le film Limitless est très transhumaniste, est présent de façon très positive, la pilule en question. Mais le livre était un cautionary tale, qui serait une histoire où le personnage, il se met à jouer à la bourse, mais dans le film, il devient très riche. Dans le livre, il se met à jouer à la bourse, puis il y a plein de problèmes, puis il y a beaucoup de problèmes dans le livre. Donc, c'est pas présenté d'un jour aussi possible. Ça a été respiné. Donc, je voulais vous entendre, voir si ça vous inspirait ce que je viens de dire. Là. Ouais, c'est super, c'est un super point très intéressant. Il y a plusieurs recherches qui se mènent en sciences humaines et sociales sur les questions des super-héros. C'est vraiment, ouais, je trouve que c'est extrêmement riche parce que ça en dit beaucoup sur notre société, effectivement. À travers, c'est loin d'être neutre, à travers, effectivement, ces récits, ces films et tous ces imaginaires, c'est toute une socialisation, en fait, qui se passe. Effectivement, on présente comme toujours souhaitable, désirable, la perspective justement de l'humain augmenté qui se dépasserait, etc., avec les nouvelles technologies, que ce soit par effectivement des technologies externes ou alors par une transformation biologique comme Spider-Man. Donc effectivement, en tout cas, il y a un chercheur, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Blanc, son nom de famille, et il a vraiment travaillé sur les super-héros d'un point de vue politique. Il montre comment effectivement, il y a toute une politique, une vision de la société à travers ces super-héros. C'est assez intéressant, en fait, quoi. Et on pourrait y voir un certain impérialisme, en fait, culturel aussi, à travers tous ces récits qui véhiculent une vision de l'humain, du monde, de ce qui est désirable, de qu'est-ce qui constitue le progrès, en fait, humain. Et effectivement, c'est le super-héros qui fait rêver, c'est pas celui qui, au contraire, qui va œuvrer, je sais pas, moi, dans un modèle de société alternative, qui va... Donc, c'est intéressant de voir quel récit on offre aujourd'hui à travers Hollywood, à travers la littérature, le cinéma, et c'est jamais neutre, en fait, quoi. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est très intéressant de regarder un petit peu ça, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est très différent des histoires de Frankenstein ou des vampires qui sont changés par une morsure ou bien non la mouche, où c'est que c'était une personne qui était transférée dans un autre De Cronenberg.
Hein? Ouais, de David Cronenberg. Oui, C'est avec, il y avait de l'ADN humain mélangé à de l'ADN de mouche, puis après ça, il se dégrade. Fait que les c'est vrai. super-héros, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps supérieur, alors que les anciens films montraient des dégradations assez grandes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis surtout dans Frankenstein, hein, c'est quand même un des premiers grands récits aussi, justement, qui essaie d'avoir un esprit critique sur les avancées scientifiques et techniques. Quand Mary Shelley, elle écrit ça, hein, c'est vraiment aussi avec un recul critique, elle essaie de montrer que, de dire que la science, les avancées scientifiques et techniques sont justement pas nécessairement source de progrès social et moral, en fait, pas automatiquement en tous les cas. Et du coup, la nécessité d'interroger, de toujours avoir un point de vue critique, y compris sur la science aussi, quoi. Mais d'ailleurs, juste un petit point, puis on va prendre aussi l'autre question, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de dissocier transhumanisme et science, quoi. Parce que pour moi, clairement, les récits, c'est ce que j'essaie de montrer, les récits transhumanistes, en fait, bien souvent, en fait, c'est tout sauf justement de la science, en fait. On verse souvent dans une certaine religion, dans la croyance, en fait, quoi. Donc, c'est tout sauf scientifique, en fait, quoi. Oui, mais moi, je voulais juste dire à Nicolas qu'on n'était pas si loin, là. J'ai été très radical sur l'idée que, oui, l'intelligence artificielle est possible, mais est-ce qu'elle est souhaitable? Ça, c'est une autre chose. Et ça reste un débat démocratique. Okay? Et ce qui m'ennuie dans le transhumanisme, ce n'est pas l'idée qu'à très long terme, puis là, je parle peut-être de milliers d'années, peut-être plus que ça encore, on devra éventuellement évoluer vers des machines pensantes qui nous remplaceront parce qu'on serait inadapté au problème du cataclysme, par exemple, que je parlais que la Terre va finir bouffée par le Soleil. Là. Ça, c'est de la physique, ça. Vous avez beau dire que ce que vous voudrez, mais c'est de la physique. Okay? Mais moi, je suis très mal à l'aise avec le transhumanisme dans le sens de quelques riches puissants qui décident pour les autres. Okay? Moi, le côté là, de l'égalité aussi, quand on parlait tout à l'heure de la médecine et puis des prothèses et puis le cœur, je suis bien d'accord avec vous, là, mais ce n'est pas accessible actuellement au tiers-monde. Là. Les gens en Afrique, là, ils ne peuvent pas les avoir, ces implants-là. Et si on était déjà dans l'idée, Nicolas, de l'égalité okay, dans l'humanité des 8 milliards de personnes qu'on est maintenant, là, il faudrait qu'on renonce, nous, à tous ces progrès-là pour pouvoir partager, parce que d'un point de vue éthique, c'est ce qu'on devrait faire. Okay? Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Okay? Et c'est la même chose pour le changement climatique. Okay? Je suis très d'accord avec toi que c'est les pays développés qui créent le problème et qui l'ont créé historiquement aussi. Parce qu'on a, en fait, on a une dette historique. C'est une piscine, hein, les GES, on met du gaz là, et il y a une limite. La piscine est pleine à cause de nous, à cause de 2 siècles que les pays développés, ça a commencé évidemment en Angleterre là, avec le charbon, puis à l'époque, on n'avait pas compris ça. Mais ça fait au moins 60 ans qu'on le sait, puis qu'on ne fait rien, OK? Puis qu'on laisse aller, et que la seule solution pour y arriver, ça serait de baisser notre niveau de vie de tout le monde là, en Occident, dans les pays développés, puis de partager avec les pays en voie de développement. Ce serait la solution éthique, mais ce n'est pas ça qui se passe, OK? Et pour le transhumanisme et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est possible, mais il faudrait qu'on partage, il faudrait qu'il y ait une démocratie, il faudrait un gouvernement mondial. On est loin de ça. Moi, je regarde M. Guterres, là, le chef de l'ONU, qui s'est gosé actuellement à la COP27 et qui n'arrive pas à convaincre les gens de faire un petit pas alors qu'on fonce droit dans le mur. C'est pour ça, moi, que le transhumanisme, je crois que c'est une diversion. Je crois à long terme à l'IA, OK? Mais à court terme, c'est clair que c'est une diversion, puis c'est pas là que va venir la solution. Je ne suis pas un techno-solutionniste. Toutes les solutions ne vont pas passer par une app qu'on tient dans notre main. Là. Okay? Je vais être bien clair là-dessus. Non, c'est bien, effectivement. Et puis, ça pose la question de l'égalité aussi qu'on a moins évoqué. C'est vrai aussi dans les interventions, mais c'est un point intéressant d'ailleurs que je vois dans les recherches, finalement, parce que souvent, quand on évoque aussi le transhumanisme, en tout cas dans la littérature, il y a souvent cette idée, il y a cette crainte aussi qu'on arriverait, et ça c'est beaucoup représenté aussi dans des films, qu'on arriverait finalement à une société fracturée en deux, entre une élite super riche qui aurait accès à une technologie d'augmentation, versus le reste de l'humanité qui n'arriverait pas finalement, qui n'aurait pas les moyens de s'augmenter. Et qui donc serait, ça c'est un des termes d'ailleurs employés par un des penseurs, qui deviendrait cette humanité non augmentée, une sous-espèce de l'humanité augmentée. Donc il y a une sorte de clivage génétique au-delà
le clivage de classe deviendra aussi un clivage presque biologique. Alors, bon, il faut aussi, comment dire, encore une fois, revenir au présent. C'est-à-dire qu'effectivement, la question des inégalités, déjà, mais en termes d'accès aux soins de santé, elle se pose déjà, en fait. Donc, effectivement, clairement, en tout cas, ça ne créerait pas quelque chose d'inédit, ça viendrait renforcer, aggraver un phénomène d'inégalité qui existe déjà. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est ça qui est assez surprenant, finalement, quand j'évoquais tout à l'heure dans la conférence la question de l'humain augmenté, notamment au travail. Ce qu'on voit, c'est que finalement, à travers, par exemple, l'utilisation de médicaments, en fait, qui sont souvent d'accès facile et bon marché, c'est qu'on voit en fait que pour beaucoup de gens aujourd'hui dans le milieu de travail, alors c'est principalement occidentaux, mais on utilise des médicaments à des fins non médicales et on y a accès en fait très facilement. Et peut-être ce que je pourrais avoir comme tendance, c'est que finalement, tout à l'inverse du scénario d'une élite ultra riche qui serait augmentée versus le reste de l'humanité, on pourrait avoir à l'inverse qu'au contraire, c'est aujourd'hui la grande majorité de la population qui subit les rythmes de l'accélération de la productivité, qui est contrainte de recourir à des formes d'augmentation, notamment avec les médicaments. Et là, au contraire, où les élites, les personnes les plus riches, qui ne subissent pas ces rythmes de l'accélération, finalement, ont le choix de ne pas s'augmenter. Presque, en fait, l'augmentation, ne pas s'augmenter, deviendrait presque un privilège de classe dans nos sociétés productivistes. En tout cas, moi, c'est ce que je vois à travers mon étude là sur les smart drugs et l'utilisation de psychostimulants dans le milieu de travail. Donc, vous voyez, des fois, c'est presque la sociologie amène à renverser complètement des tendances qu'on voit, en tout cas dans des films de fiction, mais ouais, tout à fait. Un peu comme le bronzage, hein, dans nos sociétés, ça montre que tu as des loisirs. Avant, le bronzage, ça voulait dire que tu étais pauvre et que tu travaillais dans les champs. C'est de passer d'un symbole de pauvre à un symbole de riche. Ouais. Ouais, non, mais tout à fait. Mais en tout cas, vous voyez, hein, c'est intéressant comment on peut renverser des fois des perspectives. C'est ce qui nous fait passer de la fiction à interroger le présent sociologiquement, quoi. Une autre avenue, c'est le métavers, okay? Où, je ne sais pas si tu as vu le film Ready for Go, c'est le film de Spielberg. En fait, les 2 premières minutes sont intéressantes, puis le reste du film, c'est cucu, là. C'est une espèce de course pour gagner, trouver un œuf de Pâques dans le logiciel, là, dans le jeu. Mais sinon, les premières minutes, on voit des gens dans des containers qui vivent en fait dans un monde dévasté, okay? Un monde qui risque d'être notre monde de demain. L'environnement est dévasté et les humains vivent dans des containers empilés et la seule façon d'avoir du plaisir dans la vie, c'est de se brancher sur l'oasis. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au truc de méta, okay? Où là, on a un paquet de monde qui est désœuvré, un peu comme toi, tu parlais de la chimie, mais ça pourrait être aussi les casques de réalité virtuelle qui t'amènent à tolérer ta vie dans un environnement qui est complètement dévasté, où il n'y a plus de vie là, naturelle et tout. Ils vivent dans un dépotoir essentiellement, là, si on se comprend. Là. Et là, eux, ils vont dans l'oasis avec leur casque de réalité virtuelle. Et ça m'apparaissait quasiment une vision prémonitoire de ce que Zuckerberg veut faire avec Meta. En tout cas, c'est un point intéressant qui est fait écho justement à la critique un peu écologique que j'amenais. Effectivement, pour moi, le transhumanisme, c'est pas tant d'augmenter que d'adapter. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je le montrais tout à l'heure, et sur la question climatique, finalement, c'est un peu d'adapter l'humain à un monde un peu dévasté, effectivement. Comment survivre finalement grâce aux nouvelles technologies dans un monde qu'on détruit et qu'on abîme de plus en plus, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une logique un peu d'adaptation avec tout ce que ça implique de dépolitisation, parce que finalement, à travers tout ça, quoi. Ouais. Pas mal intéressant. J'aurais peut-être juste un dernier petit commentaire. Je reviens quand tu parlais des capitaux à augmenter, à maximiser, qu'on considérait qu'on avait du capital à maximiser. On peut remonter dans l'histoire assez loin avec ça. Si on regarde du côté des religions, avec l'âme et le karma et tout ça, dans le temps, avec les religions, on voulait sauver notre âme, fait qu'il fallait s'améliorer, il fallait toujours être une bonne personne, il fallait améliorer son karma pour aller avoir une meilleure réincarnation, avoir toujours améliorer nos choses. Fait que cette idée de s'améliorer là était déjà là.
Oui, c'est un bon point, mais ça, du coup, ça, je l'avais évoqué plus dans mon livre d'avant. J'avais étudié vraiment la genèse un peu de l'idée de perfectibilité humaine, comment on a pensé historiquement l'idée d'améliorer l'être humain. Mais en fait, effectivement, avant la modernité, il y avait des réponses religieuses à cette question. C'est une croyance, en fait, qui est assez vieille, en fait, quoi, effectivement. Mais d'y apporter, en tout cas, une vision, on va dire, technocentrée, comme on le fait aujourd'hui, c'est somme toute assez récent. Et c'est là où il y a une certaine rupture, d'une certaine manière, là où dans l'humanisme des Lumières, il y avait déjà cette vision scientifique technique, mais il y avait une vision sociale, politique, morale beaucoup plus vaste, en fait. Et c'est vrai que là, on a un peu un réductionnisme technique dans le transhumanisme où la question de la perfectibilité humaine, de l'amélioration de l'être humain, devient juste une question technologique. Et c'est ça qui, à mon sens, est très appauvrissant, en quelque sorte. Je voulais faire du pouce sur deux films, parce qu'on parlait de science-fiction tout à l'heure. On a parlé un peu plus tôt de Surrogates, le film où ils restent chez eux, puis ils envoient des genres de clones ou des androïdes là, à leur place, vivre leur vie en société, qu'eux, ils vont contrôler à distance. Et vous parliez à l'instant du film Ready Player One, où aussi, là, leur loisir, c'était de se brancher en intelligence artificielle, pas en intelligence artificielle, mais en réalité virtuelle, une réalité virtuelle très technologiquement avancée, au lieu d'affronter l'univers dévasté dans lequel il vit. Eh bien, moi, j'ai un de mes amis qui est transhumaniste et qui dit le plus sérieusement du monde, qui pense que la solution, et lui, il croit que la solution pour les problèmes écologiques de la planète, c'est justement que chacun reste chez eux, branché sur des intelligences artificielles, parce que ça réduirait notre consommation. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est chez soi, puis personne ne sort, mais là, tu as moins de besoin de transport, tu as moins de besoin de... Non, mais c'était ça son raisonnement. Son raisonnement, c'était qu'une fois qu'on est tous chez soi, puis qu'on vit dans un monde virtuel, on fait des voyages virtuels, tout devient virtuel. Donc, bon, évidemment, ça dépend comment l'électricité est produite, puis ça dépend comment tous les ordinateurs pour tous ces serveurs-là. Tous ces serveurs-là. Je sais, le Bitcoin, il ne faut pas marcher au Bitcoin, on s'entend. Mais non, mais c'est ça, mais c'est ça que j'allais dire, parce que là aussi, c'est un grand mythe, en fait, comme si le numérique et tout ça était, comment dire, n'avait pas un impact écologique. Et on le sait, l'impact, il est considérable, quoi. Donc, en fait, ce ne sera pas du tout une solution. Non, mais ça ne l'est pas, mais ça ne l'empêche pas de théoriser là-dessus. Mais c'est possible qu'un voyage virtuel ait un impact environnemental moindre qu'un voyage réel, mais il n'apporte certainement pas les mêmes bienfaits non plus. Puis, au niveau des rencontres que tu peux faire, je veux dire, tu fais un voyage virtuel à Paris, puis tu rencontres juste d'autres Canadiens qui sont, je veux dire, tu rencontres plein de touristes, mais t'as aucun Parisien qui serait dans l'intelligence artificielle en train de simuler le fait d'être à Paris, donc tu rencontrerais probablement aucun Parisien. Tu sais, je veux dire, il y aurait plein de problèmes. Là. Ça serait virtuel, là, tu verrais l'architecture, mais tu ne rencontrerais pas les personnes. Tu n'aurais pas d'interaction sociale. Ça serait très pauvre. On aurait une vie appauvrie de cette façon-là. Mais moi, je n'y crois pas à sa solution, sauf que lui, il croit. Il pense que c'est comme ça qu'on va régler nos problèmes écologiques. C'est juste pour montrer les récits, les histoires que les gens se racontent. Exactement. Tout à fait. Ça illustre encore très bien, effectivement, la perspective transhumaniste, toujours. Hein, oui. Effectivement. Ah, ben lui, il est transhumaniste. C'est normal qu'il y ait une perspective transhumaniste. Ah oui. Ça me fait penser au film Avatar. Il y a certains jeux en ligne où c'est que tu joues un avatar, mais tu rencontres des personnes en ligne dans le jeu et il peut se passer toutes sortes de choses. Je me rappelle pas le nom du jeu, mais il y en a un que tu peux créer des vêtements, tu peux avoir du sexe avec des gens que tu rencontres virtuellement dans le jeu. C'est les Sims. S-I-M-S, les Sims. Non, il y en a un autre qui est plus, mais il y en a plein, Ouais. Mais il y en a plein. The Sims, c'en était un, mais World of Warcraft, t'en as plein. Tu as plein de jeux vidéo où tu joues un avatar. C'est tous ceux où tu construis un personnage puis tu interagis avec d'autres. Il y en a plein. Mais The Sims, c'est un des premiers. Je remercie le conférencier. Je pense que ça a été des échanges très fructueux. J'ai adoré la conférence, adoré les échanges. Fait que je vous remercie énormément pour sa présentation. Merci beaucoup à vous. Merci à l'invitation, merci aux échanges. Ouais, c'était vraiment riche. Bravo.